Est-ce que tu penses que c'est le secteur IA qui va dominer les cryptos en 2025? Moi, personnellement, je suis pas convaincu. Je pense que c'est plutôt le RWA. La tokenisation, c'est un marché complexe, mais ça peut être aussi un marché énorme. D'ailleurs, j'étais avec Grégory Montfort. On a parlé énormément de tokenisation. C'est un expert dans le domaine. Il a lui-même accompagné plusieurs entreprises à se tokeniser pour des levées de fonds, pour des investissements, des deals. Il nous a partagé son expérience. On a parlé de crypto. On a fait des jeux comme d'habitude, c'est Blocks. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, ça fait plaisir. Et c'est parti pour cette émission. Vous le savez, sur Blocks, on a plusieurs sponsors. Aujourd'hui, je vous parle de Gwensas. Alors, Gwensas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent ce genre de machine. Vous en avez peut-être déjà vu. Alors, celle-là, elle mine du Dash, mais eux, c'est des experts du Bitcoin. C'est vraiment des experts sur ce sujet-là. Ils ont plusieurs fermes de minage un peu partout dans le monde. Ça fait plusieurs années qu'ils accompagnent leurs clients français sur l'acquisition et l'hébergement de machines de minage. Le but du jeu dans le minage, c'est d'avoir des machines performantes et surtout un prix de l'électricité le plus bas possible. C'est exactement ce que eux ils proposent. Donc je vous invite à contacter Thomas, c'est le CEO de la boîte, c'est un des partenaires de Blocks. Il a déjà accompagné plusieurs d'entre vous sur l'investissement dans le minage crypto. Vous allez sur gwensas.com, tout en bas vous avez contact, vous avez le numéro de Thomas, vous l'appelez et il va tout vous expliquer dans le détail. D'ailleurs, on a déjà fait une émission avec lui spéciale minage. Si vous voulez la voir, on la mettra dans la description. Et maintenant, c'est parti. Salut les amis, ce soir c'est Blocks. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes prêts pour ce week-end, vous êtes prêts pour cette émission. Comme tous les vendredis soirs, on est en live. On a failli avoir une émission hier soir aussi. J'en parlerai peut-être à la fin. Et ce soir, mettez-moi des messages dans le chat si vous êtes là avec nous ce soir. Voilà, yo, bonsoir. Et ce soir, on est avec... Grégory Montfort, CEO de S-Good. Merci de me recevoir chez Blocks. Depuis le temps que vous m'avez invité, je crois que Ouais, c'est vrai. vous m'avez parlé avant que l'émission soit créée et puis j'ai jamais pu venir, donc très content d'être là, merci beaucoup. Bon, Grégory, que vous avez sûrement croisé dans un event. C'est vrai que nous, on s'est connus dans un event, quoi. T'es tout le temps là, quoi. Ouais, Tout le temps là. cette année, j'ai fait 35 salons. 35. Nous, on pensait en avoir fait beaucoup. On en a fait genre 18. Ouais, et même les trucs genre Vivatech et tout aussi, on t'avait croisé là-bas. Ouais. On va parler de ça. On va parler de crypto, on va parler de tokenisation. Vous voyez, il y a une petite casquette RWA. Parce que toi, t'es un peu... ça fait partie de ton métier, ça fait partie de S-Good. Ouais, à fond, tokenisation RWA et on fait aussi beaucoup de tokenisation de royalties. On va parler de ça alors. Crypto, RWA, tokenisation, blockchain de manière générale. Et on va se faire une petite heure et demie ensemble. Vous le savez, quand on est sur le format comme ça, one-to-one. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires, enfin dans le chat. On a le chat sous les yeux. Et on va commencer par présenter l'invité. Donc, quel est ton parcours qui es-tu? Que fais-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors moi, j'ai commencé dans le secteur artistique, plus particulièrement dans le théâtre au début. J'ai fait à peu près 15 ans de théâtre et 6 ans de match d'impro dans les années 2000. Comme le théâtre, c'était un milieu assez bouché, je me suis un petit peu reconverti dans le secteur de la culture hip-hop. Parce que j'écrivais, je faisais un petit peu de rap et je commençais... je voulais programmer des rappeurs, on voulait faire des événements dans une petite ville du sud-ouest qui s'appelle Pau. C'était un peu compliqué parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Donc finalement, on a créé une association et on s'est bougé nous-mêmes. On a organisé notre propre émission radio, notre propre festival, nos battles, nos concerts. Et j'ai fait ça pendant quasiment 5 ans. Je faisais beaucoup d'ateliers aussi autour de la culture hip-hop en général. Et j'ai bougé en 2013 en Belgique, où là j'ai fait ça de manière professionnelle. J'ai travaillé avec beaucoup de gros festivals, des radios, des stars internationales, des stars locales. J'ai vu des jeunes pas connus qui s'appelaient Roméo Elvis ou Laure du Commun venir faire des stages de coaching ou des petits concerts open mic et jusqu'après les voir percer. C'était incroyable. Et tout comme des Rick Ross ou des légendes comme Curtis Blow, ou il y en a eu plein d'autres. Et en 2019, j'ai commencé un petit peu à lever de pied, mais j'avais découvert la blockchain à ce moment-là. Et j'avais identifié que ça pouvait résoudre pas mal de problèmes dans le secteur artistique, culturel et entertainment. Comment tu as découvert La blockchain? Ouais. C'était un peu par hasard parce que je vivais beaucoup d'ateliers coaching artistique. Et un jour, il y avait un
en fait, un centre culturel qui m'avait posé un plan en disant: «Ouais, on avait prévu de vous payer et puis finalement, il y a pas eu d'inscrits, on a mal géré» et je me suis retrouvé à être pas payé. Donc je me suis dit: «Faut que je commence à avoir des revenus passifs» et je me suis intéressé, en fait, à plein d'autres choses et j'ai découvert le trading sur le forex. J'ai perdu, 10 000 € en 24 heures. Je me suis dit, «C'est pas bon ce truc-là» et c'est là que on m'a dit: «Ah attends, mais il y a aussi le trading crypto» et donc j'ai commencé à m'intéresser, petit à petit, bitcoin, autres et puis après quand j'ai vu la blockchain, j'ai vraiment compris et à la même période, j'ai rencontré, les responsables de Selfbar qui créaient aussi leur propre blockchain à l'époque-là et je me suis dit: «En fait, on peut aussi, créer, nos propres outils». Donc c'est là que j'ai décidé de créer, Ace Good, en 2000, je voulais créer en 2019, mais on a eu 2 ans de covid. Donc faire de l'art, des événements, des festivals pendant 2 ans, c'était mort. Donc j'ai pu, pas mal builder et à partir de 2022-2023 et 2024, on a beaucoup, avancé sur la tokenisation des avances sur recettes dans le secteur financier. J'en ai parlé en 2022, je me suis pris beaucoup de râteaux parce qu'en plus c'était la période FTX, donc tu parlais de blockchain, tu te Ouais. faisais vite ramasser. Mais j'ai pas lâché l'affaire et on a commencé à bosser en 2023 avec, certains réalisateurs de films. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés sur le film Atoman. Et j'avais, aidé à faire quelques levées de fonds en royalties et je présente ça, début 2024, il y a pile un an, au CES de Vegas et en fait, je remporte un concours de start-up, grâce à ça. Ce qui fait que du coup, quand je rentre en Belgique, je passe à la télé, je passe dans les médias et tous les gens avec qui j'en avais parlé depuis 2 ans, ils me disaient: «Ah, en fait, ton truc, ça marche bien». Et 3 mois après que j'ai gagné, je crois que BlackRock annonce qu'il crée un fonds d'investissement tokenisé Ouais. et j'ai dit: «Ben ouais, je vous l'avais dit les gars, c'est la tendance» et puis, donc Tu maintenant t'es c'est fait copier par BlackRock? C'est ça que tu non, es en train de me dire? non, mais si tu veux, c'est un peu Ouais. les planètes qui sont alignées, c'était Ouais, ouais, le c'est bon clair. timing pour dire: «Bah, en fait, vous voyez, si eux le font, il y a plein d'entreprises qui se sont mis à le faire». Donc du coup, la tokenisation, c'est peut-être un des plus gros secteurs en termes de marché. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et le CEO de BlackRock, Larry Fink, lui, il estime que le potentiel de la tokenisation, c'est 100 fois plus gros que le potentiel de Bitcoin. Parce qu'il dit tous les actifs à terme pourront être tokenisés, quoi. Et donc on a notre propre plateforme de tokenisation qui s'appelle Ace Fund. Et on a créé aussi un club d'investisseurs dedans qui permet aux gens de investir dans des projets qui sont tous tokenisés. OK, donc c'est quoi exactement, Ace Fund? Qu'est-ce que vous faites, à l'intérieur? Alors on a un service, on a un produit qui est une plateforme de tokenisation qu'on met à disposition en marque blanche. On a 2 façons de tokeniser. Soit on a des projets one shot en fait qui veulent, comme Connect, hein, qui est passé, ils veulent lever des fonds. Ouais. Tu peux faire une avance sur recette à Connect. Tu vas sur la plateforme Ice Fund et tu t'achètes un jeton Connect et tu vas avoir un pourcentage des abonnements qu'il va avoir. Parce que lui, il est sur un modèle où il vend, tu sais, un abonnement, quand il y a un concessionnaire, il paye, 3 € par voiture. Donc en fait, sur le chiffre d'affaires, il te donne un pourcentage. Ça, c'est sur notre plateforme, mais on pourrait travailler, par exemple, avec, un groupe, comme Century 21 qui fait de l'immobilier, qui va peut-être pas se risquer à aller sur une plateforme, comme la nôtre, pour des raisons d'image et de stratégie. Alors nous, on leur dit: «Bah, du coup, je vous file l'infrastructure, vous mettez votre logo Century 21» et en fait, c'est même pas obligé de dire que c'est la tokenisation, vous pouvez dire que c'est l'immobilier fractionné ou autre, Mmh. mais du coup, vous avez votre produit, tokenisation pour votre client et votre réseau d'investisseurs. Et ça, c'est plus facile en fait à vendre pour des grands groupes et on prévoit aujourd'hui de travailler avec, plusieurs très, très gros. On a tokenisé sur 2023 et 2024 à peu près 20 millions d'euros d'actifs qu'on a mis sur la blockchain et selon nos prévisions qu'on a avec les clients actuels, on envisage de faire 200 millions sur, 2025. Putain, bien. Du coup, ce que tu m'as parlé pour Codenext, ça, c'est non dilutif. C'est-à-dire que je lève des «fonds» entre guillemets et en échange, je tokenise une partie du chiffre d'affaires. Ouais, Mais du coup, ces gens-là, ils ont pas de part de ma boîte. exactement, Donc moi, sur Block, je pourrais dire, je veux lever des fonds et vous allez prendre, une partie du pourcentage de notre CA. exactement. À chaque fois que tu encaisses, ils touchent. C'est trop bien. Ouais, ça s'appelle le Revenue-Based Financing. Ça existe en fait depuis super longtemps. Les premiers qui l'ont mis en place, je crois que c'était les Britanniques quand ils ont exploité le pétrole, dans le Moyen-Orient. Ils ont dit: «Bah, nous, en fait, on paye toutes les infrastructures et puis, en fait, on vous reverse, puisque le pétrole, en fait, vous appartient». Ensuite, le milieu de la musique et du cinéma l'ont mis en place. Donc André Malraux, dans les années 50, a créé le système d'avance sur recette. Il se finance comme ça et donc aujourd'hui, le CNC, qui est le Centre national du cinéma,
ils financent, ils donnent, mettons, 500 000 € ou 1 million d'euros à des films et ils disent, dès que le film sort en salle, on prend un pourcentage et vu que de toute façon, c'est eux un peu qui contrôlent la billetterie quelque part, ils prennent un pourcentage sur la billetterie, ils se remboursent. Ça, c'est des avances sur recettes. Et il y a aussi David Bowie qui l'avait fait en 1997. Il avait tokenisé son chiffre d'affaires. Enfin, c'était ses droits royalties qu'il avait vendus entre 1960 et 1990, donc 30 ans de droits qui étaient passés en radio. Et il avait créé en fait un Bowie's Band. Donc ça, c'était une sorte d'obligation qui te donnait je crois, un 7% l'année et pendant 10 ans. Et c'était classé AAA par l'agence Moody's. Et donc, du coup, tu achetais ça et tu prenais un pourcentage de tous les chansons que Bowie avait fait pendant 30 ans, quoi. Et ça, tu peux le faire expirer dans le temps parce que sinon, le mec, il te prend du chiffre d'affaires à vie ou. Ouais, quand on fait du review-based fencing tokenisé, nous, on va mettre en place 3 scénarios. Donc, typiquement pour Blocks, toi, tu pourrais communiquer à tes investisseurs sur 3 scénarios. Tu leur dis, soit vous investissez et il n'y a pas de limite de durée. Donc, c'est entre guillemets à vie, ce qui se fait beaucoup dans le cinéma et la musique, tu vois. Tant que la musique, elle passe en radio, tu touches. Ça, c'est le scénario numéro 1. Numéro 2, tu vas dire, c'est pendant une durée déterminée. C'est ce que fait Connect. Lui, il a dit pendant 5 ans, je donne de l'argent de mon chiffre d'affaires. Donc la première année, c'est pas trop parce qu'en fait, on démarre. Par contre, la dernière année, vous allez vraiment bien prendre. Et par exemple, pour Connect, il y a un potentiel, une estimation de x5 par rapport aux projections financières que Connect avait annoncé dans son plan financier. Donc ça, c'est le scénario numéro 2. C'est du limité dans le temps. Et le scénario numéro 3, c'est qu'il n'y a pas de limite de durée, mais par contre, il y a une limite c'est capé en fait en termes de. Le montant est plafonné. Donc, quelqu'un qui met 1 000 €, tu lui dis, ben voilà, on te propose un x3, ça prendra 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais tant que tu n'as pas fait ton x3, tu continues à percevoir. Ok, ça, c'est pas mal. Ouais. Et donc, au final, le gars, il sait qu'il va prendre son x3, il est cool. Et puis, après, à toi de voir si tu veux, parce que. C'est ce qu'on dit souvent, time is money. Faire un x3, c'est bien, mais si tu le fais en 10 ans, c'est pas ouf. Si tu le fais dans l'année, c'est plutôt pas mal comme rendement. Ouais, ça j'aime bien, je préfère le 3e scénario. Pourquoi les gens ils disent le pouce? C'est moi qui mets mon pouce sur la cam et du coup ça bloque. Non? Bon, je sais pas ce que c'est. Dites-nous, c'est quoi le pouce Bon, je sais pas ce que c'est. Du coup, tu as parlé de cinéma, on a parlé de musique aussi. C'est quoi les industries qui ont le plus besoin de tokenisation aujourd'hui, selon toi? Alors, absolument toutes, parce que la tokenisation, elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça apporte la vraie transparence sur les actifs. Je donne un exemple que j'avais avec un responsable d'hôtellerie que j'avais rencontré en 2019, qui me disait d'ailleurs justement que la blockchain, ça servait à rien. Et lui, il avait un problème avec un de ses associés. Il avait un hôtel-restaurant, pizzeria au Luxembourg qui marchait pas mal. Il y a de ça 10 ans, son associé était parti, donc il avait racheté les parts de son associé. Et lui, il avait continué à générer la boîte. Enfin, à gérer la boîte. C'était devenu une affaire ultra florissante. Et 10 ans après, du coup, son associé revient, enfin son ex-associé revient en disant, mais en fait, tu m'as pas racheté toutes les parts, il en restait quelques-unes. Et par rapport à ce que je vois, vu que la boîte elle marche bien, tu me dois 50 000 €. Et donc, ils ont dû faire une enquête avec avocat, notaire, ça leur a coûté une blinde. Alors qu'en fait, ici, concrètement, soit tu as des jetons dans ton portefeuille d'investissement, soit tu les as pas. Donc, tu vois, c'est radical, tu n'as rien à payer. Tu dis, ben, en fait, soit je te les rachète, soit je te les rachète pas, mais si tu n'as pas de jetons. Donc, ça, c'est la transparence, c'est hyper important. La liquidité, parce que aujourd'hui, quand tu as investi dans une startup, tu vas être bloqué genre, pendant 5 à 7 ans. Tu peux pas faire d'exit. Et si tu as mis 50K, bah, il faut avoir les reins solides pour te dire qu'est-ce que je vais faire. Donc déjà, le revenu-based financing te permet d'avoir des revenus qui tombent peut-être des fois tous les mois, tous les trimestres. Mais si c'est quelque chose qui rapporte pas d'argent, que c'est juste des parts d'entreprise, mais ici, tu peux les revendre à quelqu'un d'autre sur la plateforme. Ouais. Donc, ça te permet de faire des exits. Et aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais les entreprises, enfin, c'est pas des entreprises, c'est les institutionnels, les États qui tokenisent le plus. Donc aujourd'hui, il y a plein d'États qui tokenisent des bons du Trésor. Moi-même, je suis en discussion avec des gouvernements en Afrique pour tokeniser les subventions qu'ils ont auprès de la Banque mondiale pour avoir plus de transparence, plus de traçabilité sur la gestion des fonds et en même temps aussi une facilité d'être dans le digital, quoi. Et moi, à titre perso, ce qui m'a plu le plus dans la tokenisation, c'est cet aspect inclusivité, inclusion financière, parce que le fait d'acheter un jeton,
sur une plateforme, c'est assez facile aujourd'hui. Tout le monde sait acheter de la crypto. Ça se fait beaucoup plus facilement qu'acheter des parts tu veux acheter des parts, tu vois, d'une entreprise. Tu sais pas forcément comment faire. Alors que tout le monde sait comment acheter une crypto sur une plateforme. Bah, l'idée, c'est que à terme, moi, j'imagine la tokenisation comme n'importe qui pourra vendre des parts d'entreprise. Et par exemple, tu vois, ici dans le quartier, je pourrais acheter des parts de la boucherie, du bar d'en face et de la fromagerie. Mais du coup, où est-ce que je vais aller faire mes courses? Ben, là-bas, parce que je Ouais. suis actionnaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais aller favoriser le quartier local où je vis, ça dynamise l'économie locale. Je pense aussi que quand tu as des jeunes dans des quartiers en difficulté, s'ils sont actionnaires du quartier, ils vont pas y mettre le feu. Tu vois, donc c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant et ça va permettre de pouvoir financer les projets qu'on veut sans passer par des banques qui vont dire non, on ne finance pas, c'est un sujet à risque. Et aujourd'hui, à partir du moment où tu as une communauté où tu arrives à financer, je pense que bientôt, les entreprises elles pourront se faire financer par leurs clients directement via la tokenisation. Elles n'auront plus besoin de trouver des investisseurs. Elles donnent un droit à leurs clients de toucher un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou même du discount. Il y a des clients qui sont prêts à payer pour ça et puis let's go. Et ça, il me semble qu'en Suisse, c'est assez ouvert. C'est-à-dire que tu peux même tokeniser des parts d'une boîte via des NFT ou autre. Est-ce que nous, en France, on est prêt à le faire ou est-ce qu'il y a encore trop de... Alors en France, on ne tokenise pas via des NFT. C'est vraiment un standard bien précis. Toi, tu connais un petit peu là sur la blockchain. Quand on achète des jetons utilitaires, c'est des ERC20. Quand on achète des parts d'entreprise, c'est des ERC 1400. Donc c'est sur Ethereum only ou EVM compatible. Nous, on est compatible avec nous, on est compatible EVM. Mais en fait, les ERC 1400, c'est vraiment un standard de tokenisation. Il y a même, je pourrais te le partager, un dossier qui a été fait de la part de Consensus sur ça en disant que le ERC 1400 est le meilleur standard pour le jeton parce qu'en fait, c'est un jeton standard un hybride, on va dire, entre le NFT et le ERC20. ERC20 dans le sens où il est fongible, donc on peut se l'échanger, mais un peu comme le NFT dans le sens où il est unique puisqu'il est relié, à ton identité, puisqu'il y a ton KYC qui est le relié au jeton, et également à ton contrat d'investissement. Parce que quand tu achètes un actif de la vie réelle, il y a bien un document qui est dedans. Ouais. Donc en l'occurrence, si tu as en royalties, tu vas avoir un contrat de cession de revenus futurs. Si tu prends des parts d'entreprise, tu as peut-être un BSR, un contrat BSR ou un pacte d'associés qui est relié à ton contrat et signé à ton nom. Donc si même le meilleur des hackers vient et pirate et arrive à prendre ton jeton, bah, si j'ai un jeton avec ton nom, ton prénom signé par toi et ton KYC, je sais rien faire avec. Rien, ouais. Tu vois, c'est comme si je pique ta carte d'embarquement et que je dis hey, je veux prendre l'avion, on va dire bah non, montrez-moi votre passeport, c'est pas à vous, vous dégagez. Donc ça c'est le standard et en fait on peut tout tokeniser, tous les actifs peuvent s'échanger. Et bah là je vais expliquer en fait le potentiel de la tokenisation. Aujourd'hui, faut bien expliquer ce que c'est la différence d'abord entre 1 milliard et 1 trilliard. Tu connais ou pas je vais expliquer. Si tu as 1 milliard sur ton compte en banque, tu dépenses 1 million d'euros tous les jours, en 3 ans, tu as à peu près tout dépensé. Il faut à peu près 1000 jours, tu vois. Si tu as 1 trilliard, il te faudrait 3000 ans. C'est quand même beaucoup plus. On est en 2025. D'ici 2030, il est estimé que le total des actifs qui sont tokenisés sur la blockchain sont de 16 trilliards. Donc c'est 16 fois 3000 ans. Ça, c'est les chiffres du World Economic Forum de l'Université de Boston. Le marché de l'immobilier à lui seul, c'est 350 trilliards. Ça veut dire qu'il te faudrait 1 million et 50 000 années à dépenser 1 million d'euros tous les jours. Et je pense qu'il te restera encore de quoi acheter un bitcoin, tu vois. Donc c'est assez énorme comme marché. Donc tu peux vraiment tout tokeniser. Mais ça, je pense que les Américains ont déjà beaucoup commencé à le faire. Tu as dit BlackRock. J'ai vu aussi tout ce qui était Morgan Stanley, etc. Oui. Et même tout ce qui est la SEC et tout, enfin tout. HSBC, Société Générale. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui le font, d'infrastructures. Moi, j'étais à la Luxembourg Blockchain Week au mois de décembre. Ouais. J'ai discuté avec des entreprises comme Cassis qui font aussi la tokenisation pour le compte de tiers. Pour eux, en dessous de 100 millions d'euros, c'est petit, tu vois. Et c'est là, en fait, où nous, on intervient parce que je crois que BlackRock, le ticket minimum pour aller tokeniser avec eux, c'est 5 millions. Donc, si tu n'as pas 5 millions à investir, tu ne vas pas aller voir BlackRock. Nous, en fait, si tu veux investir à partir de 100 euros, tu peux le faire. Et c'est pour ça qu'on te fait investir à travers le club d'investisseurs. Et même quelqu'un, tu vois,
Francis HM de Connect, lui, il a tokenisé et on lui facture un abonnement à partir de 300 € par mois. Donc, Ok. à partir de 300 € par mois, tu peux tokeniser tes parts. Alors que si tu vas voir BlackRock, ils vont te faire une audit, ils vont te dire bah, si tu n'as pas 1 million, tu ne nous intéresses pas. Et encore même 1 million, on va dire c'est trop petit. Du coup, c'est vrai que RWA, c'est devenu à la mode là depuis 2024. C'est un des narratifs. Alors, moi, j'ai vu une stat de CoinGecko. Les tout premiers, c'est IA cette année. Rétrospective 2024, ils ont fait les pourcentages. Les top projets, c'était IA. Ensuite, c'était Memecoin. Et ensuite, c'est RWA. Ouais. Mais qui est quand même bien devant tout ce qui est DeFi, Layer 2, etc. Les gens suivent tous les projets RWA de près. Et comme tu l'as dit, il y a énormément d'oseille qui va rentrer dans ce marché. C'est un secteur qui est énorme, mais quelle est la blockchain qui va être utilisée? C'est ce que les gens ils essaient de trouver. Ben en fait, je pense qu'un petit peu toutes les blockchains vont être utilisées. Ça est d'ailleurs notre objectif, nous, pour 2025, c'est d'arriver à être un petit peu cross-chain parce que le RWA, pour moi, c'est le pont entre la finance traditionnelle et la DeFi. Imagine aujourd'hui, on va dire, tu tokenises des parts de ton entreprise et potentiellement, tu as un autre actif aussi, tu as un jeton compatible EVM. Donc, tu peux l'utiliser en collatéral sur des protocoles de lending en DeFi. Ça, c'est génial. Maintenant, si toi, tu dis, ouais, moi, mon protocole DeFi préféré, il n'est pas EVM compatible, il est sur une autre blockchain, bah, on a tout l'intérêt de pouvoir directement émettre le jeton RWA sur la blockchain en question. Et c'est là, pour nous, qu'on va aller voir d'autres protocoles blockchain, d'autres fondations, en leur disant, bah, ce qu'on a été capable de faire en EVM, on va pouvoir le faire aujourd'hui sur votre protocole et on va le builder ensemble pour pouvoir justement créer ce pont entre la finance traditionnelle et la DeFi. C'est ça, en fait, pour moi, le vrai enjeu. Et je pense que ça va être un petit peu comme à l'époque des opérateurs téléphoniques où on disait c'est quoi la différence entre le réseau Free, le réseau Orange, où tu t'en fous, en fait, à partir du moment où ça capte. Bah, pour moi, il y aura peut-être 4, 5, 6 blockchains qui seront sur le RWA. Il y a des, tu vois, Solana, par exemple, ils sont pas trop dans le RWA parce que c'est la blockchain du paiement. Eux, ils vont aller sur le domaine du paiement. Je pense que les entreprises EVM, Avax va peut-être aller prendre le pas. Chainlink est pas mal aussi pour ça, mais Ethereum reste le meilleur standard. Il y en a plein d'autres. On en parlera. Je crois que tu m'as réservé un projet aussi qui est fort en RWA. Donc, Ouais, on pourra parler de Hondo. Les gens parlent de Kali Chain aussi. Il y a un bon truc, bonsoir, et le ATR sur les œuvres d'art. ATR sur les œuvres d'art, tu les connais, Arttrade? Non. C'est des Français. Eux, ils tokenisent des œuvres d'art. Et après, bah, tu as la marketplace où tu peux aller soit enchérir, soit acquérir directement des œuvres. Il y a pas mal de. C'est vrai qu'en France, on est pas mal. Il y a Arttrade, il y a Intercellar aussi qui tokenise les bouteilles de vin. Ouais. Self-Bar, on veut dire qu'ils tokenisent de la bière dans un sens. Enfin, Alors, Selbar, c'est un contrat de cession de revenus futurs. Donc, en fait, c'est avec nous qui l'ont fait au début. je veux dire, le thème du projet, c'est de tokeniser du liquide, quoi. Parce que toi, tu as des jetons et ces jetons, ils sont sur la carte et ils sont représentatifs d'une boisson, quoi. Ouais, alors Plus ou moins. c'était le projet de leur crypto. Maintenant, aujourd'hui, si tu investis dans Selvar, tu achètes vraiment des parts du chiffre d'affaires de chaque filiale. Je parlais pas de ça, je parle de la boisson, enfin du cas d'usage en tant que tel. Ah oui, bien sûr. Bah là, ouais, tu achètes un pourcentage, c'est ça. C'est la boisson. Mais pour revenir à Interstellar ou Arttrade, c'est du NFT. Ouais. Donc le NFT peut être considéré comme du RWA, mais pas forcément comme du securities. C'est ça la question aussi, c'est parce que j'ai l'impression que là, ce dont tu es en train de me parler, tokenisation RWA, c'était ce qu'on avait rêvé à l'époque sur le NFT. Et c'était beaucoup passé par les artistes. On a dit, ouais, on va tokeniser un artiste, on va tokeniser les œuvres d'un artiste via des NFT. Là, sur la partie, comme tu dis, BlackRock et tout, c'est plus du tout sur la technologie NFT. Non, C'est parce qu'en fait, le NFT, imagine si j'achète... D'ailleurs, Interstellar Interstellar le dit très bien, c'est que si tu achètes une bouteille de vin, ok, ça peut être un produit d'investissement, un actif, mais potentiellement, tu peux être aussi un connaisseur de vin et te dire, en fait, j'ai envie de la boire. Donc, du coup, l'actif disparaît. Alors que si tu achètes un pourcentage des droits musicaux, la musique, elle sera toujours diffusée. Tu vois, donc tu peux pas dire à un moment, c'est bon, je la garde que pour moi. Non, elle est diffusée sur toutes les radios, ça rapporte de l'argent. Et donc, il y a ça, en fait, c'est un partage. Tu deviens comme un ayant droit, que ce soit auteur, interprète, compositeur et éventuellement producteur. Et toi, tu vas revenir dans la carte producteur parce que tu as acheté des jetons et tu peux les revendre. Et donc, le NFT, il est pour moi pas forcément adapté dans le cadre du contrat de cession de revenus futurs
Parce que combien de fois, pour avoir été dans le milieu du Peura pendant très longtemps, les artistes qui signaient chez Universal, qui après voulaient revendre leur contrat, c'était une galère, alors qu'ici, en fait, il suffit de racheter un jeton. Ouais. C'est aussi simple que ça. Il y avait une question aussi, les gens disaient quid des avocats, notaires, etc. Du coup, la tokenisation, c'est un des avantages. Ça fait sauter tous les intermédiaires ou non? Pas forcément, parce que vu que on parle de RWA, il faut bien comprendre que le Real World Asset, c'est des vrais objets derrière, donc il y a des vrais documents d'investissement qui sont mis en place. Et que si ton document il n'est pas mis en place par un avocat qui s'y connaît, en fait, un document, un contrat, c'est bien quand tu as un problème. Parce que c'est là qu'on va vouloir tester en fait si le contrat il est bon. Et si en fait tu te fais avoir par ton investisseur ou par un projet, tu vas faire valoir ton contrat. Et si ton contrat n'a pas été rédigé par un avocat qui s'y connaît, tu vas être dans la merde. Par contre, si tu as bossé avec un super avocat, alors là, c'est ton contrat qui va faire foi. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que tous les paramètres du contrat, c'est ça qu'on utilise pour paramétrer le smart contract. Donc du coup, si le contrat de base du document, il n'est pas ultra bien fait, on va informer les émetteurs de jetons que potentiellement, il faut qu'ils aillent voir un avocat. Ouais, donc il y aura toujours besoin de... Ouais, les notaires, pas forcément, ça va dépendre de l'actif sous-jacent. Pour l'immobilier, ça peut être intéressant. Pour les droits, pour les obligations, c'est pas nécessaire. Ok. Donc vous donnez accès à des investissements? Ça, c'est via le club ou ça, c'est via Ace Fund? En fait, Ace Fund, on a tokenisé, quand on a gagné le prix au CES, on a eu beaucoup de demandes sur la part des entreprises qui veulent tokeniser. Et aujourd'hui, j'ai à peu près plus de 25 projets différents qui viennent se financer. Et je suis en mesure de proposer, de garantir 2 opportunités d'investissement par mois aux personnes du club. En fait, il y a des gens qui ont envie de mettre des tickets, ils font partie du club, ils ont accès à des opportunités d'investissement sur le RWA. Mais plus que ça, c'est que vu que c'est du real world asset, ils rencontrent les vraies personnes derrière, ils échangent les contacts, ils vont les voir dans des vrais événements. Et donc, du coup, ils investissent en tout état de cause. Et moi, je suis pas conseiller en investissement. Je leur dis pas il faut mettre là ou là. Je leur dis tu as pu rencontrer la personne, tu as posé toutes tes questions. Si tu veux mettre un billet, tu le mets. Si tu veux pas mettre, tu mets pas. Mais jamais je propose d'investir. Est-ce que c'est comme le Blast Club, du coup on en parlait tout à l'heure avec Anthony Bourbon. Il y a un peu l'idée, sauf que Blast Club, en fait, ils font que du private equity. Nous, on fait du contrat de cession de revenus futurs. On a de la crypto. On a 4 ICO qui vont se lancer chez nous. On a l'immobilier. Et en fait, on travaille par secteur. On a la chance d'avoir des référents du domaine. Si tu veux investir dans le cinéma, par exemple, on a un événement au Festival de Cannes le 17 mai. Tu viens à l'événement parce que tu es membre du club, tu rencontres des producteurs et des réalisateurs de films, tu discutes avec eux et eux, ils vont te pitcher leur film comme en fait on pitch une startup. Ils vont dire voilà le casting, voilà la distribution, le scénario, voilà tout ce qu'on a, est-ce que tu veux investir et si oui, tu mets un ticket, sauf que là ton ticket il est digitalisé sur la blockchain. Donc il y a aussi tout cet aspect tokenisation, diversification. Tu veux investir dans le sport automobile, on l'annoncera à CryptoXer, mais on va avoir en fait des personnes qui travaillent dans le sport automobile, qui ont collaboré avec Sébastien Loeb ou autres, qui le connaissent très bien. Et tu peux en fait acheter un véhicule de compétition haut de gamme et avoir des revenus qui sont reliés à ça. Quand tu veux investir dans l'immobilier, on va avoir des très très grosses entreprises qui travaillent dans l'immobilier. C'est avec eux que tu vas investir. C'est pas avec nous. Nous, on fournit en fait la tech et éventuellement des contacts d'investisseurs. Mais c'est toujours à travers le porteur de projet. Est-ce que tu as confiance en lui ou pas? Et nous, en fait, on sélectionne ces personnes-là. Alors sur le cinéma, ça me fait un peu peur parce que les mecs qui ont essayé de faire ça, je me rappelle, c'était Plush. Tu te rappelles de ça? Ouais. Les oursons, là, ils ont essayé de financer justement leur film et ça s'est jamais fait. Comment est-ce que ça n'a pas discrédité justement le... Ça m'a discrédité en 2022. Mais parce que voilà, les mecs qui vendent 50 000 NFT, déjà, c'est un problème. Sur une boîte qui est à Dubaï, ils te disent c'était quoi? Vous investissez et dans 3 semaines, vous revendez x3. Bon, nous, c'est pas la question. Aujourd'hui, tu vois, on a l'offre Matfilms. L'offre Matfilms aujourd'hui, c'est une offre de séries télé. Donc, il y a 3 séries télé qui sont diffusées aujourd'hui dans 80 territoires différents. En France, c'est diffusé sur Canal+, sur Arte, sur Al Jazeera, sur Radio-Canada, Radio-Belgique. Enfin, on a tous les contrats. Et sur les 9 dernières années, les séries ont rapporté 3 millions d'euros. Aujourd'hui, quand tu achètes un pourcentage de ce catalogue-là, Matfilm estime que ça rapportera plus ou moins 20% l'année par rapport aux contrats qui sont signés. C'est pour ça que c'est des revenus garantis. Et donc, toi, tu es
propriétaire quelque part d'un pourcentage de ces films-là, enfin de la série. Quand elle passe à la télé, tu peux dire, en fait, ça m'appartient. Et en plus de ça, tu as un petit avantage, c'est que tu peux venir assister au prochain tournage du long métrage de Mad Films. Parce que Mad Films, aujourd'hui, ils se concentrent sur les longs métrages. C'est pour ça qu'ils vendent leur catalogue de séries. Et le film va se tourner à Bruxelles, parce qu'il y a un studio, en fait, sous-marin. Je sais pas si tu as vu le film Requin sur Netflix. Non. Le film s'est tourné un peu à Paris, mais tous les films qui se passent sous l'eau sont tournés à Bruxelles parce qu'il y a un studio sous-marin avec une cuve de 100 mètres de profondeur. Et donc là, tu pourras venir assister au tournage là-dedans et tu verras les effets spéciaux parce que tu as acheté des jetons-là. Ok. Donc c'est vraiment, tu vois, cet aspect vie réelle, blockchain que nous, on met en relation avec un professionnel du cinéma qui est déjà reconnu dans le milieu. Ouais, d'ailleurs, qui devait venir ce soir. Il est malade, Voilà. il est très malade. Donc, Qui est malade, on mais lui souhaite un bon c'est rétablissement. le CEO de. Enfin, c'est le fondateur de Mad Films. C'est le réalisateur aussi des films. Ok. Voilà. Et moi, c'est un truc que j'aime bien. J'en vois passer sur TikTok des fois. Je sais pas si c'est ça, mais c'est des courts-métrages scientifiques. C'est ça. C'est ça. Vous savez, toutes les vidéos où ils disent voilà, un revolver, quand vous appuyez sur la chambre, il se passe ça et tout. C'est ce genre de truc. C'est exactement ça. Moi, j'adore ça. Les 3 séries, c'est Nos Futurs, c'est 1080 et c'est L'Effet Papillon. Donc tu vas sur Arte. C'est l'effet. Non. Si. L'Effet Papillon, c'est plus si c'est sur Arte ou Canal+, c'est dans le catalogue de séries. Et tu peux l'acheter sur notre C'est lui plateforme. qui fait ça, qui Ouais. réalise l'effet papillon. Bien sûr. Attends, mais l'effet papillon, c'est. T'es sûr, c'est le truc où le mec il va dans des pays un peu chauds et tout. Alors c'est autre chose. C'est peut-être un autre Effet Papillon, mais Je crois que c'est l'effet papillon, c'est un truc sur Canal, je crois, où c'est un mec il va par exemple au Kazakhstan, il dit voilà c'est chaud parce qu'il y a une révolution. C'est ça l'effet papillon. Il y a une série documentaire qui s'appelle Butterfly Effect. C'est produit par Mad Films. Ok, c'est peut-être celle-là alors. Ouais, tu l'achètes sur notre plateforme. Ok, nice. Et moi c'est plus les trucs scientifiques et ça s'appelle comment cette série-là 1080 ou Nos Futurs. C'était Déclic ou Déclic, ouais, c'est ça. Celle-là, vous l'avez pas, elle fait pas partie du Si. Déclic. Ça, c'est sur Arte. Ouais, en fait, si tu veux, c'est que 1080 et Nos Futurs, je crois que c'est peut-être la même chose, parce qu'il y a un titre canadien et un titre français. C'est peut-être pour ça que, comme les Québécois, ils ont toujours une autre. Mais il y a 3 séries. Il y a 3 séries, c'est un pourcentage à vie. Tu deviens vraiment propriétaire. Donc, on a quelqu'un qui a acheté les jetons, c'est drôle d'ailleurs. Le premier investisseur, il avait 83 ans. Il a acheté des jetons et lui, c'était pour les léguer à ses enfants, tu vois. Il a un MetaMask, du coup Même pas, il a fait un chèque à Mad Films et Mad Films a dit c'est bon, j'ai bien reçu le paiement et on lui a fait le virement sur la blockchain. Et du coup, vous faites quoi? Vous faites de l'account abstraction pour ces gens-là qui n'ont pas de wallet? Il est où le token? Le token, il est dans leur wallet d'investissement sur la plateforme et on utilise des vaults. En fait, il y a vraiment des... c'est plus simple, des coffres-forts, et donc ils n'ont pas besoin de savoir créer des jetons avec des sites fraises et compagnie. C'est juste relié à ton adresse email. Bon, du coup, tu vas répondre à la place de Jean, vu qu'il n'est pas là, mais c'est quoi l'intérêt pour lui? Pourquoi il a tokenisé justement une partie de ce catalogue audiovisuel Alors, au tout début, c'était dans l'idée de financer son prochain film. Oui, mais il n'y a pas des mecs, c'est pas un business qui est déjà rodé, genre c'est bon, c'est que tu as un nom, tu as déjà produit un truc, et il y a des gars qui sont censés mettre de la thune, non? Si, mais en fait, tu vois, on est en 2024 et les aides Covid le Covid a quand même causé pas mal d'aides et pas mal de dégâts. Donc, tu as plein de... L'État, en fait, a donné beaucoup de prêts, a accordé des prêts que aujourd'hui, les boîtes de production doivent rembourser. Donc, en fait, ils sont un peu pris à la gorge par des dettes qu'elles ont au niveau de l'État. En même temps, des entreprises comme Amazon Prime, Netflix, qui finançaient beaucoup, ont diminué leur financement. Donc, en fait, les producteurs et réalisateurs de films, ils sont en galère pour rechercher des sous. Donc, moi, je leur dis, il y a peut-être un moyen de financement alternatif qui ne va pas venir financer à 100% votre projet, mais qui va venir peut-être compléter ce que vous avez perdu. Ils me disaient, OK, let's go. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Jean-Marc, on l'a proposé au festival. Il a dit, tiens, je vais vendre mon chiffre d'affaires de cette série-là pendant 5 ans pour financer son prochain film. Sauf qu'entre-temps, comme tu dis, il a déjà du réseau. Il a trouvé un producteur qui a financé son film à 100%. Donc, il a dit, mais c'est quoi maintenant? Je ne donne plus pendant 5 ans, c'est à vie. Et je vends mon catalogue de séries définitivement et je me consacre que sur les longs métrages. Et du coup, on apparaît dans le
dans les crédits de la série du film? Non, du prochain long métrage. Tu peux même apparaître en tant que figurant si tu veux venir au studio. Ça, c'est bien. Ouais. Il y avait ça sur Atoman, je me rappelle. Mais ça n'a pas marché, du coup, cette histoire de Atoman. Non, ça n'avait pas fonctionné parce que il y avait pas mal on va dire, de dispositions légales entre le Maroc, la France et autres, et que c'était difficilement gérable. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir l'améliorer et le faire avec Ouais. d'autres projets, quoi. Je vous le dis, les gars, vous avez manqué un film qui était un super-héros rebeu. Et c'était l'artiste, non? Ouais, c'était l'artiste. C'était Samir Nasseri qui jouait le rôle du méchant, mais le film sort en 2025. Ah, il sort quand même le film? Ouais, il sort. Et l'artiste, c'était le super-héros? Ouais. C'est ouf. C'était quoi son super-pouvoir? Il peut faire quoi? Il faut voir le film, mais je crois qu'il est capable de prendre l'énergie, l'électricité, mais j'ai juste vu le teaser, quoi. Ouais. Ça a l'air pas mal, en tout cas. Et eux, du coup, ils avaient tourné une bonne partie du film. Il leur manquait des fonds et du coup, ils se sont dit... Il leur manquait des fonds pour faire la post-prod en effets pour faire spéciaux. les effets spéciaux. Ils avaient trouvé un studio à Kiev qui était prêt à faire les effets spéciaux et qui a dit, au lieu de payer 300 000, ils ont dit, nous, on va prendre pour 300 000 de droits. Et donc, c'est ce qu'on appelle la coproduction ou de l'investissement en fait en industrie. Sauf qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui s'est déclarée et du coup, le studio à Kiev a fermé. Ah, ok. Et donc, eux, ils se sont retrouvés sans rien. C'est pour ça qu'ils sont venus me voir. En fait, il se trouve que le A Noir est basé sur Bruxelles et qu'on s'est rencontrés là-bas, quoi. Bon, vous verrez ce film bientôt. On a failli investir dedans en 2021. C'est Atoman. C'était 2022. 2022? Ouais. 2022, je l'ai rencontré et on a fait la promo en 2023. Moi, je l'avais vu pendant GG Crypto, pendant un Paris Blockchain Week ou quoi. Ouais, mais c'était moi qui l'avais pitché, c'était en 2023. Ouais, et le réalisateur était là aussi, Ouais. on l'avait vu. Avec la productrice. Ouais, c'est vrai. Bon, dommage. Peut-être que... Il y en a d'autres. Maintenant, on a plein d'autres films qui viennent. Faut venir à Cannes. Faut venir à Cannes le 17 mai. Il y aura peut-être une dizaine de réalisateurs. Donc, Toi, tu kiffes ça maintenant. À chaque fois, tu me parles de Cannes et tout. Tu me dis, venez à Cannes, venez à Cannes. Je trouve que si tu veux investir dans le cinéma, c'est bien d'aller là-bas. Il y a tout le milieu. En fait, En fait, tu as 3 gros festivals de cinéma. Tu as la Berlinale qui se trouve à Berlin. C'est le marché du film européen. C'est le plus gros marché en termes d'Europe. Tu as la même chose sur le marché américain, qui, je crois, a lieu à San Diego. Et tu as le Festival de Cannes, qui est plus petit, mais qui est ultra prestigieux. Et comme tu as toute la planète cinéma qui est là, en fait, tout le monde se rencontre. Ouais. Donc, c'est là que tu peux faire des affaires et que tu n'as pas besoin de faire 15 000 visios. Tu peux avoir tous les décideurs en même moment. Donc, nous, on essaie de concentrer ça sur un événement où là, en fait, les réalisateurs indépendants ou connus, moins connus, vont venir présenter leur projet lors d'une soirée, quoi. Du coup, si je suis dans ton groupe, je suis invité Ouais, d'office. à Cannes quand même. Les membres du Club Ice Fund sont invités gratuitement à la soirée. Okay. Absolument. Nous, on n'a pas fait le festival de Cannes, mais on a fait Cannes Lion. Tu connais? Ouais. C'est trop bien. On voulait y aller, mais j'étais d'autres événements en place. Donc, c'est un peu c'est le festival de Cannes, mais de la pub, quoi. Ouais. C'est ça. Il y a ça, il y a Cannes Series aussi qui est pas mal, que pour les séries. Donc, mais il faut savoir que Cannes, ça se développe vraiment beaucoup au niveau de l'industrie culturelle et créative. Et le maire de Cannes est hyper blockchain friendly, quoi. Donc c'est un peu un endroit où il faut y aller. Il y a plein d'opportunités pour le cinéma et la blockchain là-bas. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre sur ça, parce que bon, t'es pas non plus... le cinéma, c'est pas ton métier, tu vois, mais tu côtoies quand même des gens qui sont dedans. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu vois, le film de Inox qui est sorti, Kaizen, tu as vu ça? Ouais. Du coup, il l'a sorti sur YouTube. Est-ce qu'il n'a pas remis en un peu tout ce qui est en train de se passer? C'est vrai qu'on voit à la télé des gens qui critiquent un peu ce qui se passe sur YouTube et tout, mais est-ce que c'est pas finalement ça va pas être le cinéma de demain, la télé de demain? Est-ce que le cinéma va mourir, la télé va mourir et tout va se passer sur des Twitch, des YouTube? Tu vois, là, ce soir, on est en Twitch. Est-ce que c'est pas la nouvelle génération? C'est un peu la décentralisation, en fait, de la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux être diffusé sur TF1, il faut connaître, c'est que des relations.
Donc, si à un moment, toi, moi c'est pareil, c'est exactement ce qui s'est passé dans le hip-hop. Si j'attendais qu'il y ait une grosse boîte qui vienne programmer un artiste à Pau, j'étais mort. Donc, du coup, j'ai fait quoi? J'ai programmé, on organisait nos propres concerts. Et aujourd'hui, n'importe qui peut créer son propre média via YouTube. Donc, je pense que sur certains formats, ça fonctionnera. Par contre, faut savoir qu'un film, c'est quand même des budgets. Euh, on va dire, un budget moyen d'un film français, c'est entre 4 et 6 millions d'euros. Donc, tu vois, normalement, tu fais pas sur YouTube, quoi. Et un budget moyen d'un film américain, c'est aux alentours de 60 millions. Donc, ça restera quand même pour des grosses productions. Si Netflix, ils financent, ils vont pas dire on le met sur YouTube, tu vois. Ils vont dire, ou alors c'est Google qui va financer. Mais c'est peut-être aussi un autre moyen. Parce que Google, aujourd'hui, je crois pas qu'ils financent le cinéma. Non, mais je pense que YouTube était dans la combine aussi. Enfin, quand ils ont posté le film sur YouTube, il n'a pas fait ça comme ça. Enfin, je pense que YouTube était dans la partie Voilà. aussi. Mais il avait une communauté, il avait des followers, donc ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de tous les artistes. Par contre, il y a une anecdote qui est pas mal concernant Schwarzenegger, tu vois, en termes de royalties. Est-ce que tu sais sur quel film il a pris le plus d'argent? Schwarzenegger? Ouais. Aucune idée. Sur le film Jumeaux avec Danny DeVito. Alors pourtant, il a fait Terminator, qui sont beaucoup mieux vendus et tout. Et pourquoi? C'est parce que c'est le seul film où il a accepté de ne pas prendre de cachet. Il a dit voilà, je tourne gratuitement, mais je prends 48% des parts du film. Ah oui. Et du coup, quand le film a marché, il s'est gavé, et ça a fait peut-être 100 millions, et pendant des années, il a pris, et ça lui a rapporté peut-être 3, 4 ou 5 fois plus que les Terminator. Tu vois, donc c'est aussi un intérêt, et aujourd'hui, même toi, en fait, Blox, tu pourrais aller voir des clients qui sont chez nous en leur disant je vous mets en place une campagne de com, vous ne me payez pas, vous me donnez juste des parts de jetons, mais du coup, vu qu'avec la com que je vais faire, ça va marcher, vous allez me payer avec les jetons que j'ai. Et c'est de l'apport en industrie. Vas-y, on fait ça. Quand tu veux. Il y a des gens qui demandent par rapport à ton groupe, peut-être que tu peux mettre le site, comme ça t'expliques en même temps. On va projeter ton site ici, si tu peux aller dessus, s'il te plaît, Roman. Pour le club d'investissement, c'est ça la Ouais. question qu'il pose? Alors attention, là il va falloir qu'il s'en sorte avec cette question parce que tout à l'heure vous n'avez pas relevé, il a dit il y a des revenus qui sont garantis. Ouais. Alors, moi, des revenus garantis, ça normalement c'est comment on appelle ça, oxymore, tu vois, ça va pas ensemble. Revenu et comment J'ai pas dit plus-value garantie, j'ai dit revenu garanti. comment tu me garantis? Il n'y a rien de garanti normalement. Alors, pour reprendre l'exemple de Mad Films, tu as une entreprise qui s'appelle Balanga, qui est un distributeur, qui s'occupe de vendre les droits à Arte, Canal+, Al Jazeera et j'en passe. Il y a des contrats qui sont déjà signés pour les prochaines années. Et généralement, dans 90% des cas, quand le contrat s'arrête, ça repart pour 1 an ou 2 ans parce qu'en fait, l'entreprise, elle n'a pas envie la chaîne de télé, elle n'a pas envie de perdre cet actif-là parce qu'elle sait que ça va aller à la concurrence. Donc généralement, pour ce genre de série-là, tu es sûr que ça rapporte. Si je tokenise une partie du catalogue de Pascal Obispo ou de Johnny Hallyday, je vais te dire à chaque fois qu'il y a une de ces chansons qui passe en radio, qui est streamée, tu prends un pourcentage, c'est un revenu qui est garanti. Je suis pas en train de te dire que tu vas gagner de l'argent, parce que peut-être que tu vas investir 100 €, tu en gagnes que 90, donc tu n'as pas fait de plus-value, mais tu as eu 90%, et ce revenu-là, c'est garanti que tu vas avoir des revenus, parce que c'est sûr qu'il génère de l'argent. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un jeu de mots sur le nom? Sur Ace Fund, en fait, l'idée, c'est que Ace, ACE, ça veut dire Art, Culture, Entertainment. Et j'aimais bien le fait qu'un Ace, c'est quand tu marques un point du premier coup. C'est ce que j'aimerais pouvoir qu'on fasse avec le club d'investisseurs, ou que dès qu'il y a un projet qui est listé, il lève des fonds directs. Et donc aujourd'hui, pour reparler du club, on a 3 offres en fait. On a une offre typique basique à 50 € par mois, sans engagement, mais tu peux la payer aussi à l'année à 450, ça te fait 3 mois offerts. Et il peut mettre le site comme ça. Ouais. Vas-y, montre. Mais t'as pas mis le bon, je crois. Ouais, il faut cliquer. Ça, c'est Ace Good ou c'est Ace Fund? Ouais, va sur c'est acefund.io. Acefund.io. Toi, t'es sur Ace Good là. Ouais, c'est aussi. C'est Ace Fund, c'est un des T'as produits combien d'Ace de Good. boîtes là? T'as combien de sites? Ace Good, c'est la même entreprise, et Ace Fund, c'est juste un produit, quoi. Ok. .io. Non, c'est pas ça. Acefund.io. F-U-N-D-S. Fund. C'est ça, c'est la magie du live. Donc on a une offre basique, après on a une offre pro à... Ouais. Et tu vas avoir au milieu de la page, il y a découvrir le club.
On remonte. Ouais, un peu plus haut. Celle-là, c'est le bouton vert là, qu'il y avait en dessous, non? Non, il y a une page découvrir le club normalement. Incroyable, ça marche pas chez vous. Mais si, j'y étais tout à l'heure, là, je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi tu cliques sur celle-là? Là, c'est pas le bouton vert à droite, vous souhaitez... Descends. Là, vous souhaitez être accompagné, c'est pas ça là? Le bouton vert, c'est quoi? Ouais, pourquoi il n'y a pas? Ok, remonte Trop un peu, bizarre. doucement. Bon, bah tant pis. Ouais. Vous pouvez pas voir Ouais, le c'est club. trop bizarre. Je viens de me faire spoiler par mon propre site. Bon, c'est pas grave. Non, non, mais je montrerai le club. On a une autre. Ça, c'était la. Non, mais ça y est, j'y étais tout à l'heure quand j'ai fait la Bah oui, je le recherche pour partage tous les le... jours à des gens. Ouais, non, quand j'ai préparé l'émission tout à l'heure, j'étais dessus, donc forcément, ça y est. Mais... C'est un problème d'affichage, à mon avis. On va aller voir où ton site, il marche plus. C'est un pied pour toi. Ouais, il y a écrit là, moi je l'ai. C'est en dessous de plus qu'un service. Hop, moi je l'ai. Bah attends, bah, je vais projeter l'iPad, comme ça vous voyez. Tac. Comme ça tu peux expliquer plus précisément aux gens. Et comme ça, est-ce que ça passe à l'écran, du coup? Ouais, c'est ça. Hop. Donc en fait, bah, on a 3 offres. Là, c'est un petit peu tous les événements qu'on a fait sur lesquels on sélectionne. Là, je suis à Vegas. Là, on est au marché du film. Là, on est à Austin. Donc, on a l'offre basique à 50 € par mois, où vous avez accès à toutes les opportunités du réseau. On a en moyenne 2 opportunités d'investissement par mois. Actuellement, on a l'immobilier, on a du cinéma, on a une ICO et on a des projets de revenus futurs comme Connect. Et on a un artiste qui s'appelle Yaya Minté. C'est un artiste sénégalais qui est produit par une maison de production indépendante à Paris. Vous pouvez du coup être invité à nos événements, avoir accès au channel Telegram. Après, il y a l'offre pro, c'est plutôt si vous avez une entreprise et ça vous permet aussi d'investir avec votre entreprise, mais en même temps, vous avez des mises en relation pour votre entreprise en termes de business développement. On fait pas mal d'introductions pour que ça vous aide dans votre business. Et sinon, après, il y a l'offre VIP qui vous permet d'avoir accès à certaines opportunités hyper rares, parce que des fois, on a des offres qui sortent comme ça un peu du chapeau. Bah là, par exemple, l'an dernier à Cannes, tu vois, quand je suis allé sur l'offre VIP, j'avais rencontré un réalisateur qui m'a dit genre, on cherche des fonds pour financer le prochain film avec Al Pacino, mais je cherche que 4 investisseurs. Donc ça, forcément, c'est un truc qui est ultra privé. Ah ouais. Ou des fois, j'ai des projets d'investissement, ils recherchent, enfin, c'est un ticket assez élevé. Et aussi pour Cannes, l'an dernier, par exemple, Jean-Mac, il avait 2 places pour la montée des marches. Donc ça, c'est pareil, c'est des places que j'offre aux gens qui sont en VIP dans le club. Donc tu as accès à plein de trucs comme ça au sein du VIP, quoi. Mais quelqu'un qui n'a pas envie de mettre les 3000, il peut mettre 50 €. Et on peut payer en crypto aussi. Ok. Tu peux payer ton adhésion en crypto sans problème. Via... comment ça s'appelle déjà Lizzy ou un truc comme Via ça? Non, même pas. Lizzy, ou sinon, nous, S-Good, on a un portefeuille crypto chez ok. Kraken Pro. Donc je te donne mon adresse et tu me fais un transfert, quoi. Donc, dès que j'ai le jeton, C'est encore mieux. bah oui. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu Lizzy, là, ils ont annoncé un partenariat avec... comment ça s'appelle Fitness Park. Ouais, c'est lourd, hein. C'est lourd, hein. Ça fait plaisir que des boîtes françaises qui marchent, tu vois, un petit peu. C'était une des questions d'ailleurs, parce que toi, tu as accompagné beaucoup de boîtes françaises, mais tu as été aussi... Ah bah c'est bon. Hop. Je remettais le chat, les gars, pour pouvoir vous lire. Tu accompagnes beaucoup de boîtes françaises, mais tu as été aussi quand même à Las Vegas. Pourquoi en France, j'ai l'impression qu'en France, on a du mal à décoller sur les projets, tu vois. On a du mal un peu... Donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus aux States, mis à part qu'ils parlent anglais? Est-ce que c'est dans la culture? Est-ce que c'est dans le... Ouais, je pense que c'est surtout dans la mentalité. Parce que quand je suis allé à Vegas, j'ai fait une première mondiale là-bas. J'avais amené une artiste qui s'appelait Dynasty, qui est une rappeuse américaine. Je l'ai connue à l'époque où je faisais la programmation, donc on est devenus potes. Elle a fait des morceaux avec DJ Premier, Talib Kweli, elle est quand même assez connue. Et en fait, on avait tokenisé un remix qu'elle voulait faire.
Tu vois, c'était un petit truc, un petit POC pour 1000 euros. On avait vendu 10 jetons à 100 $. Mais on l'avait fait là-bas. Quand je lui ai dit ça, d'entrée de jeu, il m'a dit ouais, trop bien, je te fais une vidéo, j'y vais à fond. Quand tu parles de ça à un artiste français, il va commencer à te dire ouais, mais je sais pas, faut voir, envoie-moi de la doc. Et il bataille pendant 10 ans. Et pour lui, c'est plus important de payer un attaché de presse à 3000 euros pour aller faire ça comme chez Hanouna, alors que son public, il n'est pas chez Hanouna. Il n'a pas compris ça, tu vois. Et elle dit mais non, moi je vais vendre directement à mon public, let's go. Et donc ils sont beaucoup plus centrés sur l'entrepreneuriat, alors que je pense qu'en France, on a tendance à se dire bah, il y a des aides de l'État, il y a ceci, il y a cela, on est moins porté sur le risque et on va moins en avant. Et quand je suis allé ensuite au South by Southwest, donc c'est un gros événement, c'est le plus gros festival des ICC, industrie culturelle et créative, qu'il y a eu à Austin, au Texas. Là-bas, j'ai rencontré plein d'artistes et de rappeurs. Ils sont tous artistes entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Si leur musique ne marche pas, en fait, ils sont obligés d'aller bosser chez McDo. Et vous, c'est pareil, chez Blox, vous êtes obligé de travailler sur la monétisation. Vous ne pouvez pas vivre avec les subventions comme certains médias font. Et je pense que le fait des fois d'avoir un peu moins d'argent, c'est bénéfique parce que ça t'oblige à gamberger pour dire comment tu vas générer ton argent. Et moi qui viens de la culture hip-hop, surtout le rap, c'est la musique la moins subventionnée en France. C'est celle qui marche le plus. Et à l'inverse, l'opéra, c'est celle qui marche le moins, c'est celle qui est le plus subventionnée. Donc c'est vrai que les gens dans le milieu du rap, ils sont obligés d'être créatifs, de trouver plein de choses. Et cette mentalité-là, elle vient un petit peu des États-Unis. Quand tu es obligé de trouver un moyen, tu trouves tous les moyens pour y arriver, quoi. Ok. C'est d'accord. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Dynasty Year. C'est comme ça que ça s'écrit? C'était Dynasty? C'était elle? Alors, Non, Dynasty écrit comme ça, c'est le DJ qui a importé la culture hip-hop en France en 84. Il se trouve que je le connais. Je l'ai programmé, il a même dormi chez moi et tout. La rappeuse, c'est Dynasty, c'est D-Y-N-A-S-T-Y. Et sur Insta, c'est That Girl DY. Ok. De toute façon, si vous allez sur le site Ace Fund, elle a fait un témoignage en vidéo. Ok. Ouais, je vois alors. Je vois. Voilà. Dans la tête de certaines personnes, l'opéra n'est pas si open et accessible alors que le rap, c'est la rue. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que le rap, c'est la rue, mais c'est une communauté. Tu vois, c'est ça qui fait la différence. Il n'y a pas une communauté d'opéra. Tu as des gens qui vont être des fans. Mais de toute façon, il n'y a pas de droit aujourd'hui. La plupart, Mozart, il n'y a plus de droit qui touche, tu vois. Alors que les rappeurs aujourd'hui, ils sont vraiment, pour eux, ils considèrent la musique comme un actif. Un VG Dream, il va te faire un son, tu lui dis, vas-y, ce son-là, je te l'achète 50 000 euros, il est plus à toi. Il va te dire, ok, je te refais un son demain, quoi. Pas de problème. Ouais. Il s'en fout. Alors que les artistes de la chanson française, ça reste un peu l'ego en disant non, c'est ma musique, c'est mon truc, je ne vais pas le vendre. Tu fais comme tu veux, mais si un rappeur, s'il fait un son, il veut prendre 30K direct, il va te le vendre, le son. C'est ce que fait Boléro, en fait. Ouais. Boléro, ouais, c'est vrai qu'il y a ce projet aussi. C'est exactement ça. C'est le share song, la tokenisation d'IP. Nous, on peut le faire aussi, si ce n'est qu'on va plutôt être dans l'idée de financer directement un album ou une tournée entière plutôt que juste un morceau, quoi. Mais ouais, on pourrait faire. Boléro, mais c'était vraiment des parts ou c'est qui faisait? Est-ce que c'est Boléro ou c'en était un autre ou c'était juste des fan experience en fait? T'achetais le token de Nino ou quoi que ce soit et c'était juste un fan experience, c'est-à-dire que tu avais l'album avant les autres, tu avais peut-être une place de concert, mais tu n'avais pas vraiment des royalties sur la musique. Mais là, Boléro, c'est ça. Hein. Boléro, c'est les royalties sur la musique. Ouais. D'ailleurs, ils ont fait un pivot. Au début, c'est pas ce qu'ils faisaient. Au début, tu achetais une crypto qui était reliée au projet. Mais... Ouais, c'est ça. Mais sauf que c'était un peu casse-gueule en termes de tokenomics. En fait, c'est beaucoup plus simple de dire pourquoi tu vas créer un actif qui est peut-être pas forcément relié au projet. Parce que le but, c'est d'extraire de la valeur du projet. Vendre directement des parts du projet. Ouais, c'est clair. Moi, je vais avoir des droits. Je vais pas avoir une crypto qui repose sur des algorithmes que vous avez créés. Je veux qu'ils m'en ont dans le contrat, tu vois. Mais du coup, ils avaient quand même pas mal de bons artistes. Hein. Je crois qu'ils avaient Riles, ils avaient peut-être Nino et tout. Ils ont le Motel aussi. Ouais. Non, ils ont des chouettes artistes. Ils sont encore open, les artistes. Tu parles de cinéma, de musique et tout.
Là, il commence à redevenir peut-être plus open avec le bull run, mais j'imagine qu'en 2022-2023, aller voir une boîte et dire ouais, il faut que vous utilisez la blockchain, c'était un peu compliqué, non? Ouais, mais surtout qu'à l'époque, quand on en parlait, on parlait que de l'aspect tech. Alors qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de la tech, il faut parler que de l'avantage de la tech. Et quand par exemple, je suis devenu, tu vois, ambassadeur de la blockchain Allfit, qui est la blockchain du secteur de la musique, quand On je a dis, reçu d'ailleurs voilà, Jean-Christophe. quand je dis à des Ouais. artistes aujourd'hui, vous avez des morceaux qui sont diffusés et vous ne percez pas de royalties, ils vont dire ouais, c'est vrai, c'est relou. Aujourd'hui, si vous pluguez sur Allfit, vous êtes sûr de percevoir vos royalties. Point barre, ils s'en foutent de dire à commencer. Je ne vends pas Netflix en expliquant la tech. Je dis Netflix, tu peux avoir tout le catalogue. C'est ça qu'il faut expliquer. Donc, c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Et aussi les montants. Parce que pour citer Youssoufa, le dernier mot, c'est souvent un chiffre. Ok. Bon, d'ailleurs, émission avec Allfit que vous n'avez jamais vue, enfin que vous ne verrez peut-être pas parce que il est venu, il a fait l'émission et tout. Et après, il me dit ah non, mais ça, fallait pas le dire. Ah non, mais ça, faut le censurer. Ah non, mais ça, faut l'enlever. Genre, tu m'as dit plein de trucs en live, je peux pas tout remonter derrière, tu vois. Genre. Ouais, pour bosser un peu dans le projet, c'est il bosse beaucoup avec très gros huissiers et des avocats. Et des fois, Ouais. moi, en tant qu'ambassadeur, il m'a pris la tête parce que non, mais si tu veux, le projet, ça a changé 4 ou 5 fois dans l'année, quoi, à cause des VC, des avocats et blablabla. Donc un jour, on te dit, vas-y, fais rentrer un maximum de DApp sur Allfit. Alors on trouve des DApp. Non, non, il faut des artistes. Ok, on va en trouver des artistes. Non, non, il faut des radios. Ok, on va trouver des radios. Non, non, il faut des investisseurs maintenant. Ok. Donc on fait que changer, mais c'est cool. Au final, le projet avance bien. Et mais justement, la private sale devrait se faire aussi. On devrait participer à la private sale chez nous et le listing dans les mois qui suivent, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que le projet était cool et tout. Donc peut-être qu'on la ressortira l'émission. Maintenant, je pense que ce qui était de NDA est fini. Je sais plus ce qu'il a dit. Faudrait que tu vois avec lui. Ouais. Merci de nous avoir présenté tout ça là, sur le Real World Asset. Je pense que les gens maintenant ont compris. C'est un des narratifs à pas manquer cette année. Moi, je suis plus bullish RWA que IA pour tout Moi aussi, à fond. te confier. Ça me fait plus sens, tu vois, dans les applications. Je suis pas trop fan de l'IA. Mais bon, si on regarde CoinGecko, apparemment, c'est ce qui a le plus performé. Mais je pense que RWA a un bon shot à faire sur Ouais, parce que 2025. c'est une histoire de marketing. Tu Ouais. sais, aujourd'hui, l'IA, tout le monde en parle parce que c'est le gros buzz. Alors que l'RWA, quand tu as des enfin, ne serait-ce que les bons du trésor américains, quand ils les sortent, ils ont déjà des investisseurs agréés qui vont les acheter. Ils n'ont pas besoin de ils n'ont pas de budget marketing pour vendre les bons du trésor, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement déjà des milliards en jeu qui se vendent sans marketing, que c'est déjà un truc solide. Mais comme il n'y a pas besoin de faire du marketing, on en entend moins. Mm. Et je pense que c'est peut-être plus long terme et moins sujet au cycle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que récemment, quand Bitcoin a commencé à ranger, là, je sais plus si c'était en avril et jusqu'à la fin de l'année, tous les projets ont pris des moins 70 et tout. Et je regardais tous les projets RWA, ils n'ont pas pris tant que ça, tu vois. Ils ont pris des moins 30%, etc. Et finalement, si les gens qui sont voués à utiliser ces projets-là, à investir dedans, bah, c'est, comme tu dis, les BlackRock, c'est l'immobilier, le machin, ça, c'est des business qui tournent 24 heures sur 24 toute l'année, tu vois. Donc, Ouais. t'es moins, je pense que tu es moins apte à te prendre un moins 80% parce que c'est le bear market et que Bitcoin descend, tu vois. C'est peut-être plus des projets qui seront moins. Et en raison de plus, si tu as en termes de diversification, si tu as des projets qui sont liés sur du chiffre d'affaires, Ouais, aussi. Ouais. en fait, si tu es en plein bear market, donc c'est juste des valorisations en fait qui descendent. Mais ça ne veut pas dire qu'en bear market, il n'y a pas des entreprises qui font pas du chiffre. Ouais, c'est ça. Donc si toi, tu prends un pourcentage du chiffre, tu vois, on va dire, je te donne un pourcentage des chambres vendues chez Novotel, bah, si la saison touristique est bat son plein, bear market ou pas bear market, tu as pris tes sous, point barre, quoi, tu vois. Et nous, en fait, c'est ça qu'on permet. Si tu si as des pourcentages d'un film ou d'un morceau qui cartonne en radio, bear market, le morceau, il joue en radio, tu prends tes sous tous les mois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que c'est la diversification à travers le WA qui est importante. Ouais. Et je pense qu'avec ça, on serait peut-être moins corrélé au cycle. Les gens qui me disent MDR comme si l'IA, c'était pas l'avenir. L'IA, c'est l'avenir. Est-ce que l'IA et la blockchain, c'est l'avenir? Tu vois, c'est ça. Est-ce que les deux ensemble sont l'avenir? Ouais, ça va bien marcher ensemble. C'est juste qu'en termes de narratif, c'est vrai que l'IA, des fois, c'est juste
une petite couche de peinture qu'on met pour dire regardez, notre crypto est trop génial parce qu'il y a de l'IA, alors qu'en fait, le projet, la crypto, elle n'est pas nécessaire, quoi. Exactement, ouais. Et c'est ça que moi, je critiquais un peu, mais après, très bien sur les... comment ça s'appelle Fetch. Fetch, c'est celui que je préfère. Tu vois. Fetch, c'est celui que je préfère. Tao, c'est très bien. J'ai fait une analyse d'une crypto IA aussi il n'y a pas longtemps, vous pouvez aller voir. Mais comme tu dis, c'est souvent des petits coups de peinture. Et j'avais même vu une phrase que je kiffe, c'est IA project are just fancy meme coin, tu vois. C'est ça. Ah. Et comme et souvent, d'ailleurs, c'était hyper drôle. Je vais te donner une petite anecdote sur ça. En 2022, donc c'était avant la vibe ChatGPT, donc on parlait pas d'IA, on était en plein dans le métaverse. Et il y a une personne qui vient me voir, qui est spécialisée métaverse, qui vient me voir justement pour le film Atoman, qui dit ouais, on pourrait diffuser votre film dans le métaverse et tout. Je dis ben, quel est l'intérêt? On va le Ouais. voir au cinéma. Et en fait, dans l'entretien, je lui explique, je me suis rendu compte que j'étais plus déjà spécialiste du métaverse qu'elle. Et 6 mois après, j'étais toujours dans mes contacts LinkedIn. Cette personne-là, elle est plus spécialiste métaverse, elle est spécialiste IA. Ouais, ouais. Tu vois? Parce que c'est le buzz du moment. Et nous, en fait, on n'est pas dans le buzz, on est sur des trucs qui marchent. L'immobilier, buzz ou pas buzz, il y a toujours des gens qui vont investir dans l'immobilier, quoi. Mm. Et quand Ça. quand es sur l'immobilier, en plus de ça, de luxe, tu n'as pas posé la question. Ça restera des biens toujours super rares, quoi. Et en plus, je crois que, bah, tu vois, on parlait de Allfit et c'est JC qui nous avait dit exactement ça pendant l'émission. Il a dit maintenant, il faut mettre IA dans le deck et comme ça, tu récoltes des fonds, tu vois. Mais oui. Et c'est ça où je dis attention, les amis, sur l'IA, c'est que ça peut être surévalué, justement parce qu'il y a énormément de gens qui rajoutent IA dans le truc, tout le monde s'enflamme et tout. Et moi, j'avais vu un rapport de Coinbase qui disait que les projets comme Render, etc., c'était surévalué. C'est-à-dire que tout le monde s'est précipité parce que c'était l'IA et qu'il fallait mettre du blé dans l'IA. Mais derrière, qu'est-ce qui génère comme revenu? Est-ce qu'il y a vraiment des users et tout? Tu te rends compte que non. Et c'était exactement le cas du métaverse. Tout le monde s'est jeté sur le métaverse. Ah, vite, il nous faut du Send, il nous faut du Mana, il nous faut du Gala, etc. Et après, à la fin de l'année, on fait les comptes, on dit, ouais, en fait, il n'y a personne sur la plateforme, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Et c'est là qu'il peut y avoir des descentes aux enfers. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, moi j'aime bien le discours de Sébastien Borget de Sandbox par rapport à ça. C'est que ils vendent vraiment le métaverse comme une expérience. Ils ont pour le coup 5,6 millions d'utilisateurs, c'est pas mal, avec je crois 100 000 users mensuels. Et l'idée, c'est de pouvoir créer un revenu ou une expérience supplémentaire avec, tu vois, de la F1, avec du foot, avec pourquoi pas, encore une fois, le Festival de Cannes. Tu pourrais avoir un truc de cinéma dans le métaverse. Là, je trouve que c'est cool. Mais juste dire, tiens, on va faire du IA métaverse, il n'a pas pris le risque, il est resté sur son créneau métaverse, Ouais. il a bien fait d'ailleurs. Mm. Parce que lui, ça marche, je trouve que ça marche bien. Lui, il a pas fait 35 événements, il en a fait 15 000. Hein. Ouais, Cette année, je le on vois. le voit tout le temps. Ouais. Moi, je l'ai recroisé à Austin, au Texas. Et derrière, il m'a dit, après, je bouge, je vais à Hong Kong, je fais Singapour. Je vois, lui, c'est un ouf. Ouais. Et je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à ETHCC. Et je crois Ouais. qu'il s'est fait mal à l'œil ou quoi. Enfin, il a eu un problème à l'œil. Ah, ça, je sais pas quoi. Mais ouais, très, très bonne personne dans l'écosystème, Sébastien Borget. Et on dit pas que c'est de la merde, mais il faut que ce soit valué à la bonne valeur. Donc peut-être que là, l'IA, c'est surévalué. Et je trouve que, si je dois donner un take, je pense que le RWA, au contraire, est pas assez évalué. Ouais, voilà. Dans l'IA, il faut faire le tri, alors que RWA, c'est sous-coté, clairement. Ouais, voilà. On va faire les petites questions crypto. Ouais. Ok. T'investis quand même? Ouais. T'es investisseur à titre perso? Ouais. La crypto et tout? Des altcoins un petit peu? Un peu altcoin, j'aime bien investir dans les projets réels aussi. Ouais. Parce que, en fait, on a des fois des opportunités business ou pouvoir investir dans des business, c'est intéressant. Et à travers le club, j'essaye d'être un peu investisseur des projets ICO ou un projet qu'on accompagne des fois, pas tout le temps, mais on va accepter d'être payé un petit peu en token et un petit peu en cash, quoi. Parce qu'on croit dans les projets qu'on accompagne. On se fait les petites complétions de phrases. Je te dis les débuts de phrases, tu me dis la fin. Ouais. Ok. Et on débat à la fin, tu vois. Tu Ok. ne justifies pas et tout, tu me donnes juste la fin de la phrase. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Tezos. Voilà. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Aucune. Quelle est la dernière crypto que j'ai achetée? La dernière, c'est le Maximus. Ah.
La blockchain la plus performante selon moi. En termes de paiement, c'est Solana. En termes de régulation, c'est Ethereum. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos en 2025. RWA. L'outil indispensable quand on investit en crypto. Ouais, CoinGecko, CoinMarketCap. La meilleure stratégie pour investir en crypto. Se former. Et le meilleur moyen de se former en crypto. Eh bien, écoute, je suis super fan de la formation de Chantal Liang, qui est pour moi aussi sous-cotée dans l'écosystème crypto. Elle a une formation qui est incroyable. Elle t'indique, elle a, je crois, 8 ou 9 indicateurs différents qui passent rouge, orange, vert selon les cryptos. C'est un truc de dingue. Elle conseille des fonds d'investissement pour investir dans la crypto. C'est une meuf géniale. Et franchement, son abonnement coûte un peu cher, mais en vrai, tu es sûr de gagner ta vie avec sa formation, ça c'est clair. J'adore, on va en parler Ah ouais, Chantal Liang, juste après. Alors. validé à 200%. Ouais. La crypto la plus sous-cotée. La plus sous-cotée, il y en a tellement, mais je dirais peut-être Chainlink. Je suis d'accord. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos. Quand tu arrives à faire des profits selon ton plan d'investissement et que tu dis c'est bon, j'ai fait mon petit profit, tu ressors quoi. La meilleure plateforme pour acheter ses cryptos. Ça dépend je trouve pour les débutants, j'aime bien des plateformes comme Swissborg qui sont assez intuitives. Maintenant pour du pur trading, je suis pas assez trader, c'est vrai que Kraken est pas mal je trouve. Et moi j'aime bien à titre personnel aussi Zengo, qui est ultra sécurisé. Je connais pas. C'est un portefeuille, ta seed-phrase est dans un vault et tu la sécurises par reconnaissance faciale. Ok, cool. Donc c'est vraiment cool quand tu oublies ta seed-phrase, tu fais un scan de ton visage et tu la récupères, quoi. C'est pas mal. Et le meilleur wallet pour sécuriser ses cryptos. Je vais aller faire une petite pub pour mes amis belges de Engrave et Satoshi, ouais, pour le coup. Trop bien. C'est quoi Satoshi? C'est fini les questions. Parce que je vois souvent sur les salons, mais je me suis jamais arrêté à leur stand. Alors Satoshi, de mémoire, parce que je les avais rencontrés il y a 2 ans, c'est un système qui permet aussi d'avoir... C'est comme un wallet, mais que tu peux aussi paramétrer avec ton ledger. Donc par exemple, si tu n'arrives pas à te souvenir tes 21 mots de la seed phrase, tu peux juste te souvenir d'un seul mot et qui va avoir toute ta seed phrase. Tu vas retrouver toute ta seed phrase. Ok. Donc ça, c'est pas mal qu'ils proposaient ça. Il y avait aussi l'idée d'avoir des bitcoins off-chain. Donc en fait, tu prends une sorte de carte cadeau et tu vois, en gros, si je t'offre une carte cadeau, il y a 500 € en bitcoin dessus. C'est des bitcoins qui sont off-chain et en fait, tu vas pouvoir les avoir, ensuite créer. Ça permet. Ils ont pas mal de trucs comme ça et qui sont sympas. Et ils ont aussi. Ils interviennent vraiment dans toute la sécurisation, on va dire, de tes wallets déjà existants, quoi. Et ça, c'est Carlita qui était dedans ou Carlita, je crois qu'elle avait bossé un peu Ali en termes. Advisor ou quelque chose? Elle avait peut-être fait un peu la com ou le marketing pour eux. Ouais. Est-ce que c'est elle que j'avais vue sur le stand, il me semble. Alors, qu'est-ce que vous dites sur Chantal Lang? Chantal Lang en short sur une plage du Salvador, banger. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Chantal Lang, pour la... Là où on parle, elle est à Bali, tranquille, tu vois. Ouais. Ah ouais, elle vit à Bali le reste de l'année. Elle vient juste quand c'est NFT Biarritz, juillet, août, pour voir les gens. Et puis après, elle repart à Bali. C'est ça. Mais il faut que... Ouais, aller voir. En fait, moi, j'ai eu 2 sons de cloche, tu vois. Il y a des gens qui me disaient... Et ça, c'est de la merde, je trouve. Qui dit oui... Non, mais elle fait de la pub et tout. Parce qu'apparemment, c'était le running gag en 2021. Il y avait que des vidéos de Chantal Lang qui passaient sur YouTube. Qui disaient, oui, tu vas faire de l'argent en crypto, quoi que ce soit. Google Ads de ouf. Ouais, Google Ads. Apparemment, c'était elle qui a bombardé Google Ads en France sur le truc. Donc, les gens avaient une mauvaise opinion d'elle. Et moi, j'ai eu la chance de participer à un talk avec elle sur NFT Biarritz, à l'époque. Maintenant, Chaka Event. Et je parle avec elle après la conférence. Et comme tu dis, elle connaît trop de trucs, tu vois. Elle tabasse et elle commence à me dire des trucs. Elle me parlait de les scores de Chantal.
Tu vois, où elle me dit, ouais, mais nous, on a plein d'API qui viennent récupérer les sentiments, les ça, et me donner tous les indicateurs. Et en fait, tu as dit qu'elle a genre 6 indicateurs, mais elle en a beaucoup plus que ça. Ouais, c'est dingue. Et elle travaille avec peut-être 70 ou 80 indicateurs pour venir scorer une crypto et tout. Elle est très intelligente et très passionnée par ce qu'elle fait, tu vois. À fond. Ouais, de ouf. Et elle est ultra compétente. Pour moi, c'est la plus grosse connaisseuse de crypto que je connaisse, c'est elle. Ouais. Et pour les gens qui demandent, c'est une personne assez âgée. Enfin, déjà, c'est une femme et c'est une personne assez âgée. Donc, tu vois, c'est pas ce que tu te fais de C'est de pas l'image l'image de la de. crypto des degen. Ouais, voilà, des cryptos et des dégènes, c'est pas l'image que tu fais. Non, Et clairement. pourtant, c'est une des personnes qui en connaît le plus, ouais, Ouais. carrément. Donc, j'approuve. Alors, comme ça, on achète du Gotheus Maximus après le call de Bah, Elon Musk ou avant? juste après, bah en fait, Juste avant. la vérité, c'est que j'avais un peu de solde dans mon fantôme. Je me dis, tu sais quoi, je vais les mettre et je vais laisser tourner quelques heures, on verra bien. Et je crois que ça avait perdu 100% en quelques Ah. heures. Je dis, bon, bah allez, je repasse en sol et puis voilà, quoi. Toi, t'es pour les meme coins dans l'écosystème? Ça dépend pourquoi c'est fait. Quand c'est fait juste pour la spéculation et aller arnaquer des personnes qui veulent gagner de l'argent, ça me fait chier. Par contre, si c'est dans l'idée d'attirer une communauté dans le Web3, je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant. Et tu pourrais avoir, tu vois, à terme, je sais pas, un jour, Carrefour, une entreprise qui dit, tiens, on va créer notre meme coin pour attirer un public chez nous. Je trouve qu'en termes d'outils marketing, c'est pas mal. Maintenant, en outil de spéculation, à part Dogecoin, qui est peut-être maintenant assez capitalisé et bien backé, il n'y a pas de projets qui sont vraiment solides, quoi. Il l'avait pas fait McDo d'ailleurs? Tu te rappelles pas? Avec C'est- le Grim Coin. Ouais, Tu sais, peut-être. ils avaient une mascotte. Ah ouais, mais tout le monde regarde, il y a eu l'écureuil, il y a eu le octois, machin, tout le monde fait son... C'est n'importe quoi, tu vois. Mm. Moi, je discute avec un mec bourré, et derrière, je le sors un meme coin, parce que je suis un peu connu, ça a marché, et puis, enfin, c'est pas ça la crypto, quoi. Alors, surtout moi qui suis dans le RWA, tu vois, je regarde les actifs sous-jacents, quand je vois, il n'y a rien, PP, ça me fait halluciner. Quand tu vas sur leur site, le white paper, il est marqué notre jeton n'a aucune utilité, c'est juste pour s'amuser. Mm. C'est écrit en grand dans le truc, quoi. Donc, Et PP, je crois que tout le monde le voit comme un des prochains, qui va dépasser Shiba, Dodge et tout. Mais je crois que les gens oublient qu'à la naissance de PP, il y avait un gars qui avait fait trop de blé et il lui avait banni son adresse. Tu te rappelles de ça? non, ça, j'avais Et pas. ça a été un des premiers cas comme ça où on s'est dit, putain, les mecs dans le smart contract, il y avait une blacklist. Et ils avaient blacklisté un mec qui avait trop de supply. Parce qu'il avait cru dans le truc et il avait acheté dès le début. C'est pas un... Ah ouais. Et c'est pour ça que ça avait fait tellement un bad buzz. Je me suis dit, bon, PP, ça remontera jamais. Au final, c'est bien remonté. Ils ont une super communauté, par contre. Ouais. C'est là où ils sont forts. Mm. C'est là où ils sont forts. Ils font des événements. C'est Gaël de Waldos qui a un événement où moi j'ai vu les photos. Je dis effectivement, ils sont forts et que c'est là. Et je comprends en soi, si tu te dis j'achète la crypto et derrière j'ai des événements comme ça où je m'éclate et c'est fun, peut-être que la crypto peut marcher juste pour ça. Et why Ouais. not? Et après, au contraire, il y en a qui essayent de builder. Et il me semble que c'était. Alors, attends, il y a Shiba. C'est Floki. Floki, Ouais. eux, par contre, ils se sont servis de l'argent pour développer des trucs. Et ils ont d'ailleurs une plateforme de RWA Ouais. et tout, etc. Le token s'appelle Token, justement. Et ils font de la tokenisation de ouf et tout. Mais tu vois, il y en a qui servent des fonds pour builder des trucs après derrière, quoi. Bah oui, voilà. Bah, dans ce cas-là, ça peut rester du real world asset. Mais je trouve que dans le cadre de PP, ça peut être du real world experience. Ah ouais. Ouais, ça devrait exister, ouais. La crypto qu'il faut surtout pas acheter, tu m'as dit quoi? J'ai parlé de Tezos. Pourquoi il ne faut surtout pas acheter du Tezos? Alors en fait, Tezos, moi, j'ai pas accroché sur la narrative, puisque, tu vois, quand tu me parles de Ethereum, on va parler des smart contracts, on va parler d'IA pour tel projet, on va parler d'Oracle pour Chainlink. Et en fait, quand Tezos, on nous dit, ouais, c'est la blockchain made in France. Ouais. Et c'est ça votre valeur Narratif, ajoutée? ouais. Ouais, on est basé en France et on est une blockchain française. On s'en fout, tu vois, c'est pas des vaches ou du lait, du fromage, on s'en fiche. C'est une blockchain, quoi. Et moi, en plus, j'explique souvent quand on fait des ICO, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, j'explique qu'en fait, un protocole blockchain, pour moi, c'est un petit peu, quand tu fais une ICO, tu as envie de construire une autoroute. Tu veux dire, voilà, je vais construire un réseau autoroutier, et l'autoroute, elle sera gratuite. Et dans mon autoroute, il y aura plein d'app, mais ça va être des stations-service, des utilisations. Et
pour aller sur cette autoroute-là, il faut avoir payé le carburant, qui est en fait la crypto. Vous l'achetez aujourd'hui à 5 centimes, mais après, une fois qu'on aura buildé l'autoroute et toutes les applications, on le vendra plus cher. Et en fait, j'ai l'impression que sur l'autoroute Tezos, il n'y a pas grand-chose en fait, Mm. et que c'est peut-être un peu surévalué. Et je connais pas grand monde qui me dit moi je build sur Tezos parce que je trouve ça ouf. Et je crois qu'à l'époque, les gens buildaient sur Tezos parce qu'il y avait des grants. Tu vois, Mais c'est tout. il y avait pas mal de grants. C'est tout. Il y a un écosystème NFT art qui est pas trop mal. Ouais. Ça, je le reconnais. Mais en soi, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vendent du NFT que ton jeton, ton utilitaire Tezos, il va prendre de la valeur. Par contre, ils n'avaient pas sécurisé un partenariat avec Ubisoft aussi. Il me semble que Ubisoft avait développé des trucs avec Tezos à l'époque. Et est-ce que ça permet au jeton Tezos d'extraire la valeur du... Ah, ça, Je suis pas convaincu. c'est ça le truc. Mais je peux peut-être me tromper, mais j'arrive pas à voir quelle est la valeur ajoutée de cette blockchain. La crypto qui pourrait dépasser Bitcoin, tu m'as dit aucune. Un Bitcoin, c'est... Pas un petit XRP pourrait dépasser Bitcoin. En termes de capitalisation? Ouais. Je sais pas, parce que je pense que là, si Bitcoin redescend un tout petit peu, MicroStrategy, ils vont en acheter tellement que ça va remonter de ouf et que XRP seront à la rue. Ouais. Et puis si les États en plus maintenant s'y mettent, c'est compliqué. Hein. Mm. Mais en termes de valeur, c'est sûr, mais non, je pense que Bitcoin va rester numéro 1. Ok, ça serait bien. Salutations de Suisse. Eh bien, salut. Ubisoft est au fond aussi de toute manière. Ça va, les gars. Ubisoft, c'est bien. On fait un petit jeu des wallets, c'est ça? C'est des wallets que tu as préparé? Une tier list? Allez, une tier list. Let's go. Vous pouvez jouer également dans le chat. Faut que je va regarde falloir... ici. Ouais, va falloir que tu te tournes, mais fais gaffe, rapproche-toi le micro du coup, Ok. pour que les gens continuent à t'entendre. On va te proposer plusieurs tokens, plusieurs cryptos, et tu vas devoir les classer. C'est quoi? Le truc chiant, c'est que tu sais pas laquelle arrive après. C'est comme si je les mettais dans mon wallet, c'est ça? Exactement. Ok. Sachant qu'en numéro 1, c'est 1 million d'euros et en 7, c'est 10 centimes. Quoi. Ok. Ok. Donc, faut faire attention. Et attention, il peut être fourbe aussi à la régie. XRP. XRP. Est-ce que tu alloues une grosse partie de ton capital sur XRP? Non, je mettrais 4. Ça va. C'est pas mal quand même. Bon, les gens disent. J'ai holdé du XRP pendant 2 ans. Et T'as revendu? j'ai revendu parce que c'était presque un stablecoin au niveau des performances. Et après, cette année, ça a repété. Et j'avais tous les anciens XRP holders qui sont ressortis d'outre-tombe qui ont dit « On vous l'avait bien dit !» Faut toujours garder. Ouais, mais mec, tu holds pas pendant 6 ans. Mais bon, voilà, coup de bien fait. Solana. Solana, en termes de perf, c'est quand même pas mal. J'hésite entre 2 et 3. Je vais mettre en 2. Confiant. C'est plutôt de la stratégie, quoi. Dogecoin. Alors, Dodge, je suis assez bullish dessus parce que là, au mois de janvier, il y a Trump qui va rentrer dans l'investiture. Il y a Musk qui va sûrement travailler de plus en plus au gouvernement. Je pense que le Dodge, il va arriver à ces fameux 1 dollar que tout le monde attend. Donc, moi, je pense que durant le mandat de Trump, il atteint les 1 euro, donc je le mets en 3. Carré. Je valide. Kaspa. Ah, le nouveau Bitcoin, je le mets en 6. Bitcoin was just a testnet. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça le narratif. Chainlink, Chainlink. je vais mettre en 5 parce que je l'aurais bien mis à... Ouais, mais je vais mettre en 5 parce que j'en ai dans mon wallet. Donc, T'avais dit que c'était sous-côté. ouais, je veux... Ah ouais, il te reste que 1 et 7, quoi. C'est ça. Le SUI. Si tu peux nous appuyer sur la télé qui va s'éteindre. Le SUI, SUI, une des meilleures perfs de blockchain de Layer 1 cette année. Il est à 5,20. C'est le seul qui ne dump pas pour l'instant. Ouais, le SUI, je vais le mettre en 1 du coup. Parce que je prends un risque. Mais après, voilà, vu la performance qu'il a eue sur 2024, je pense que ça peut encore péter en 2025. Donc au final,
Si j'avais 1 million d'euros que je pouvais les mettre, why not? Et du coup, Hedera, ah ben Hedera. voilà, très bien. T'aimes pas? Si, mais je trouve, en fait, j'aime bien pour la tech, Ouais. parce que je trouve que la tech, elle est super bien, notamment pour l'aspect éco-responsabilité. Ça consomme 10 fois moins ou même 100 fois moins que Visa, Mastercard et tout. Mais de là à être bullish sur le H-bar, à choisir, je préfère mettre Suyan, très clairement. Ouais, c'est clair. Après, les gens, ce qu'ils reprochent à HBAR, c'est que c'est pas très décentralisé non plus. C'est géré par, je crois, 18 ou une vingtaine de boîtes qui sont, eux, les validateurs. Et vous avez des boîtes. Après, c'est décentralisé dans le sens où c'est des boîtes de professions différentes et dans des pays différents. Et il me semble qu'il y a Deutsche Telekom, il y a EDF, il y a etc. etc. Donc, moi, je connais des entreprises qui sont dans le DePIN, ouais. qui nous ont dit, pour nous, Hedera, dans nos critères, on considère même pas que c'est une blockchain. Bah non, mais c'est même pas une blockchain. C'est un H-graph. Ouais. Ce que les gens appellent un H-graph. Donc Tu peux baisser c'est pour ton- ça que le jeton H-bar, il n'est peut-être pas un lien direct avec la blockchain, parce que c'est pas une blockchain. Ouais. J'avais un débat, enfin un débat. On avait parlé de ça, je sais plus avec dans quelle émission. Et on m'a repris sur YouTube, on m'a dit je me désabonne tout de suite et tout, parce que j'ai dit une phrase, j'ai dit ouais. Est-ce que la décentralisation, c'est vraiment un argument? Est-ce que c'est encore un argument, la décentralisation? En fait, Ou tout le monde s'en fout? Parce que moi, c'est ce que j'ai dit sur YouTube, j'ai dit qu'est-ce qu'on s'en branle de la décentralisation? Et on m'a repris, on m'a dit c'est une chaîne crypto, on s'en branle. J'ai dit les gars, de manière concrète, dans le white paper et tout, le mec qui va mettre du blé derrière et les utilisateurs, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire? Alors, moi, du point de vue investisseur, et là, je vais paraphraser en fait un VC qui s'appelle Noya Capital, qui est un VC 100% Web3 blockchain. Il nous disait en fait, si le projet il est centralisé, on investit en private equity, donc dans l'entreprise. Si le projet il est décentralisé, ça veut dire que la valeur elle est extraite à travers le jeton, donc on investit dans le jeton. Ça n'a aucun sens aujourd'hui d'être propriétaire de la fondation Ethereum. C'est une fondation sans but lucratif. Tu vas pas extraire la valeur sur ça. Donc là, c'est mieux d'avoir des jetons, tu vois. Par contre, et d'ailleurs, le projet le plus décentralisé, c'est Bitcoin, et c'est lui qui est le plus élevé. Mhm. Par contre, ce qui est dangereux, c'est un projet qui vend de la décentralisation alors qu'il est centralisé. Donc c'est pour ça que je parlais en fait d'autoroute. C'est que est-ce qu'effectivement, tu vas vraiment te dire, il y a un intérêt à aller sur cette autoroute-là, et auquel cas, moi j'achète du carburant tout de suite, puisqu'en fait, les gens qui construisent l'autoroute, ils vont pas avoir, c'est pas eux, ils vont pas avoir un impact sur le prix du carburant que je vais avoir. Par contre, si en fait c'est eux qui font la pluie ou le beau temps, dans ce cas, j'investis dans la boîte parce que et là, la centralisation elle est importante parce que derrière la centralisation, les gens ils oublient le mot gouvernance. C'est les critères ESG, c'est le plus important. C'est est-ce que tu as un droit. Un token, c'est un droit, c'est pas juste j'ai de l'argent. Tu as un droit de gouverner, tu as un droit de vote, et tu as un droit de pouvoir participer, donner ton avis, tu as des droits de veto, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a des droits qui sont liés au token? Si ces droits-là, ils sont plus dans la décentralisation, vas-y à fond. Et si c'est plutôt la centralisation, c'est à toi de voir si tu veux des droits ou pas, quoi. Donc, c'est pas juste pour moi, j'ai pas de problème quand j'investis dans un projet immobilier. Oui, c'est centralisé. C'est ça. Forcément. Et je pense que, j'ai remarqué qu'il y avait trop de projets qui s'en servaient comme seul critère finalement. Et tu vois, c'est quand même un gars qui dit on va créer un réseau social décentralisé. Parce que les Facebook, ils vous baisent et TikTok, ils vous baisent. Nous, c'est décentralisé. Ouais, mais on s'en fout. Les gens aiment bien, tu vois, aller sur TikTok et sur Facebook. C'est pas un argument assez solide pour moi, tu vois. Et tous les gens qui basent tous leurs projets sur ça, et moi, je suis désolé, mais c'était le cas de Render, malgré qu'il ait bien performé et tout, qui disent oui, on alloue de la puissance de calcul pour l'IA de manière décentralisée. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit décentralisé, tu vois? Tu vas sur Google Cloud, ça marche très bien. Tu vas sur Firebase, ça marche très bien, c'est centralisé. C'est pour ça que je reviens sur les droits, parce que si tu es dans un réseau social décentralisé et qu'en fait, c'est les utilisateurs qui décident des fonctionnalités du réseau, et c'est pas Facebook qui va dire aujourd'hui, les politiques d'utilisation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toi qui décides, tu vois. Moi, un truc qui me fait chier sur les réseaux sociaux, c'est quand, par exemple, je vois des fachos, des pédophiles, des machins, que tu les signales et que tu vois que les réseaux, ils font rien. Ou des faux crypto-hedge, des faux blocs. Absolument. La dernière fois, j'ai voulu taguer quand je suis venu ici, je suis tombé sur plein.
Alors que là, bah, c'est la communauté qui peut directement sanctionner ces gens-là en les bannissant. Et c'est ça l'intérêt du réseau Oui, social mais je décentralisé. suis d'accord, dans la philosophie, c'est bien. Mais dans la vraie vie, genre, on ira quand même sur Instagram et sur TikTok, tu vois ce que je veux dire? Bah, après, rien ne t'empêche de faire les deux. Je crois qu'il y en avait un qui s'était lancé, en plus, il n'y a pas longtemps. République, Ouais, exactement. je suis aussi ambassadeur de ça. Ça a marché, ça, ou pas? Ça marche pas mal. C'est pour ça que tu défends le truc, là. Bah, en fait, C'était pas eux que je pensais hein, quand je lançais des pierres, mais... République, ça marche pas mal. Pour le moment, il y a, je crois, entre 1005 et 2000 utilisateurs en version bêta. Et en fait, ce qui est surtout cool, c'est que, bah, tu vois, c'était la semaine dernière, il y avait, tu es sélectionné au hasard pour modérer un contenu. Ouais. Et tu dis, est-ce que le contenu il est pertinent, pas pertinent, et tu donnes, tu as cliqué et hop, j'ai gagné un jeton. Donc en fait, j'ai gagné quelques centimes, mais j'ai peut-être genre 50 ou 60 balles que j'ai gagné juste parce que j'ai cliqué sur j'ai modéré des contenus. Et ce qui est bien sur le réseau social, quand il va, c'est qu'il y a une sorte de... C'est pas comme sur Facebook, moi j'aime pas, c'est quoi ce mot c'est malaisant en fait, tu vois, quand tu vas sur Facebook. Mhm. C'est malsain. Tu vois, les gens ils sont tous à se parler mal, alors que là, sur Republic, tous les gens se parlent bien. Je croyais que c'était l'inverse et que du coup, enfin, République, justement, c'était entre guillemets sans censure et que du coup, on pouvait parler de tout. Et que du coup, ça allait être un truc, un repère où les gens allaient parler de drogue, Bah, d'armes ça et parle de tout. de crypto. Ça parle de tout en fait, franchement, ça parle vraiment de tout, sauf que c'est pas anxiogène. C'est-à-dire que les gens, ils se parlent dedans avec respect. Tu vois, sur Facebook, tu dis, ben là par exemple, si je dis un truc sur le wallet, sur Facebook, quelqu'un va pas aimer mon wallet, il va dire ah, c'est quoi ce gros bouffon, fils de pute, il a fait un wallet, je me fais traiter fils de pute alors que j'ai Ah, fait mais un tu wallet. vas te faire traiter Ben de fils voilà. de pute là, sur Alors la que vidéo. sur le réseau social République, ils vont plutôt te dire ah, je suis pas d'accord avec toi, ils vont essayer de débattre, ils vont argumenter. Et en fait, ça va être tout le temps de façon bienveillante. Et potentiellement, parce qu'ils vont être bienveillants, ils vont recevoir du token en plus, donc ils n'ont pas un intérêt à le faire. Et ça se fait de façon naturelle, Ok. c'est pas forcé, quoi. On dit quand ça passera à 100 000 users, ce sera différent. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est une version bêta, hein, ça se fait tout de suite petit à petit. C'est le type de business où il faut une masse critique, tu vois, pour passer au niveau supérieur, tu vois. Et C'est vrai que sinon, c'est le bah, seul domaine où je me mettrai jamais dedans, c'est ça. Mm. J'ai un pote qui avait créé un réseau social, il avait 2 millions d'utilisateurs, et il a quand même fait faillite, quoi. ouais, bah, c'est ça. Les chiffres sont importants dans ce genre de business. Il faut une masse. C'est comme si vous allez dans un resto et que vous êtes tout seul à manger dedans, tu vois. Genre, ça te fait chier, quoi. Bah oui. Tu viens pour manger, la bouffe est bonne, mais il y a personne. Tu vois, il y a quelqu'un qui me parlait de ça hier aussi. Genre, ouais, on est allé dans tel bar, mais il y avait personne, c'est chiant. Mais tu sais, en temps normal, genre, tu t'en fous qu'il y ait des gens ou non. Tu sais, tu viens pour boire ta bière et tout. Mm. Mais le fait qu'il y ait personne autour, ça te fait chier. Bah, Voilà. Et bah, quand là, il y a- c'est pareil. et quand il y a tout le monde, tu veux privatiser. Exactement. Donc là, c'est un réseau social et s'il y a personne, ça te fait chier, tu vois. Genre, Ouais, mais faut qu'il y ait du monde. parce que c'est du bêta test, si tu veux. Tu peux pas faire. C'est comme sur Solana, quand il y a eu. Ils ont fait des tests avec au début 2000 personnes, 3000 personnes. Et quand il y a eu des bugs, il y a des gens, ils ont critiqué Solana. Mais ils ont eu, je crois, un bug parce qu'il y a eu 10 millions d'utilisateurs qui se sont mis à faire des transactions. Tu peux pas avoir 10 000 personnes qui font un test. C'est pas possible. Donc là, sur un réseau social, tu commences avec d'abord ton réseau, tu le fais grossir, et quand tu as 2-3 000 personnes et que ça marche, après tu refais une levée de fonds et tu passes à 10 000, à 100 000 et ainsi de suite, quoi. C'est ce qu'a fait Facebook, hein. Ça s'est pas lancé du jour au lendemain, quoi. Ouais. C'est toujours un bêta-test, hein, Solana, t'inquiète. Un jour, ils sortiront le... Buffering blockchain. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'ils peuvent aller à 1 000 $ Solana cette année? Bah, s'il y a des gros partenariats qui sont mis en place, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'ils arrêtent qu'ils s'éloignent un petit peu des mêmes coins et qu'ils reviennent plutôt sur... J'aimais bien le projet Solana quand il parlait de paiement avec Visa, Mastercard et PayPal. Je trouve que c'est ça l'avenir aussi. En plus, le paiement, c'est la plus grosse industrie avec le RWA dans le monde. Donc, je trouve que ça a été un peu moins mis en avant. Parce que bon, acheter maintenant, tu vas voir, je suis sûr que là, on va avoir des Maximus à tous les animaux, quoi. Mm. Donc, c'est pas ça, je kiffe pas Solana pour ça. Donc, mais 1000 Mais ça dollars, génère du blé pourtant. ouais. Bah, 1000 dollars, c'est peut-être pas pour 2025, mais aux alentours de 2026, ouais. Ok. Faut voir.
D'ailleurs, là, je t'ai fait faire un wallet où tu n'avais pas la main dessus, mais si tu pouvais choisir 3 cryptos à garder dans ton portefeuille pendant 10 ans, tu choisirais quoi? Hors Bitcoin et Ethereum. Hors Bitcoin et Ethereum, bonne question. Alors, pendant 10 ans, il y en a beaucoup, là, j'essaie de voir. En fait, je prendrais déjà le jeton Allfit d'AFT. Et je t'explique pourquoi. Parce que le jeton, il va servir pour quand un artiste. En fait, tu vois, quand les ayants droit aujourd'hui, c'est comme une transaction Bitcoin. Il faut plusieurs validateurs pour que la transaction se fasse. Aujourd'hui, il faut les ayants droit, donc les auteurs, compositeurs, interprètes, pour inscrire un morceau dans la blockchain. Et chacun va devoir acheter de l'AFT pour inscrire ses morceaux. Et donc, sur 10 ans, moi, j'imagine qu'il y aura énormément d'artistes chez Universal Music et des grosses qui vont vouloir acheter un grand nombre de jetons pour pouvoir sécuriser. Et je pense que, vu qu'aujourd'hui, on l'a à quelques centimes, il va péter. Ouais, mais est-ce que c'est le projet Allfit qui va être choisi par Universal? C'est le seul qui fait ça aujourd'hui. Donc, Ouais, c'est vrai. et comme je suis un peu dans le projet, Mais arrête de pumper tes bagues, là. il y a celui-là. Après, j'hésite. Self-bar. Non, ça, le jeton, ils vont l'arrêter leur crypto. Donc, Ah bon. donc je n'irai pas sur celui-là. Je pense qu'un Solana sur les paiements va devenir peut-être effectivement un des leaders. Lui ou XRP, parce que XRP, ils vont sortir leur stablecoin, je crois, en 2025. Donc ça peut peut-être avoir un gros impact. Et allez, je vais aller sur du Chainlink pour le RWA, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord. Ça me va. On a des petites questions. Après, je crois que ça va être l'heure hein, déjà. Il est quelle heure? Ah oui, ça fait déjà 1h40. On est déjà à la bourre. Mais du coup, je te fais juste les petites questions vrai ou faux. Ok. Et après, le dernier petit jeu. Et après, on va aller manger. Parfait. Alors, donc juste vrai ou faux. Et on débat après en mode rapide. Tu me débats pas pendant, ok? Il est trop tard pour acheter des cryptos en 2025. Faux. Est-ce que le Bitcoin pourrait atteindre 200 000 $ sur ce cycle? Vrai. Est-ce que c'est toujours possible de faire des x100 en crypto? Vrai. Est-ce que je peux investir en crypto même si je connais rien à la finance? Vrai. Est-ce que l'année prochaine, toutes les cryptos vont chuter de 80%? Prochain bear market. Faux. Est-ce que la tech est plus importante que le marketing? Très bonne question. Je dirais plus importante. Faux. Est-ce que le DCA est la meilleure stratégie d'investissement? Faux. Est-ce que la blockchain sera utilisée dans tous les secteurs d'ici 10 ans? Vrai. Est-ce que les NFT vont revenir en force en 2025? Vrai. Oula. Est-ce qu'un jour un Bitcoin atteindra 1 million $? Vrai. Et même beaucoup plus. C'est tout. Le DCA, c'est pas la meilleure stratégie d'investissement? Non, pour moi, après, c'est pas du tout celle que je fais. Effectivement, c'est la moins risquée, mais c'est pas pour autant que c'est la meilleure. C'est quoi la meilleure? Pour moi, la meilleure, il n'y a pas de meilleure stratégie. Il faut définir d'abord son profil d'investisseur. Et en fonction d'un profil investisseur, il y a une stratégie. Donc le DCA, c'est la stratégie qui est la plus adaptée pour le profil sans risque. Tu vois? Maintenant, le gars qui veut aller chercher de la perf ou de la grosse perf, il ne va pas faire de DCA. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord trouver son profil d'investisseur pour dire, OK, en fonction de mon profil, est-ce que je suis tolérant au risque ou pas, ou est-ce que je suis joueur? Et à partir de là, j'ai une stratégie qui est mise en place. Ok. Les NFT vont revenir en force en 2025? Sous Ouais. quelle forme? Sous la forme de l'utilité, quoi. Pour moi, Pas les Bored Ape, non, moi je crois dans les Punk. projets RWO, par exemple, d'Objectify. Je crois. Nous, on a bientôt à Icegood, on a un projet qui s'appelle One Ticket. C'est de la billetterie en NFT. Et on va le proposer normalement. Enfin, en tout cas, on négocie actuellement avec des circuits de Formule 1 pour l'utiliser. Et on a déjà un opérateur de billetterie qui l'a utilisé. Donc, je pense que le NFT va être utilisé.
les gens ne sauront même pas que c'est un NFT, en fait, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, j'aime bien l'exemple de Netflix. Quand tu vas sur Netflix, tu sais pas quel tech il y a derrière. Si ça se trouve un jour, il y aura du NFT sur Netflix, tu le sauras Mm. pas. Ce sera ton abonnement, ton ID, et puis point barre, quoi. D'ailleurs, les gars, j'ai entendu parler d'un projet là, genre CoinTips. Je pense que ça va être pas mal, ça aussi. Mais c'est pas du NFT. Ah si, il y a un peu de NFT, c'est vrai. Il y a du NFT dedans. Ouais. C'est vrai, il y a du NFT. Et je pense que c'est à peu près tout. J'aime bien toutes tes réponses, surtout celles sur le DCA. Parce qu'on a tendance tout de suite à dire oui, c'est la meilleure façon, mais et ça dépend, comme tu dis, du profil. Ouais. Et un jour, Bitcoin atteindra $1 million, ça c'est... Quelle année? Alors c'est ça, peut-être je l'ai jamais fait encore cette question. Selon toi, Bitcoin atteindra $1 million en quelle année? Alors, je suis pas très fort sur ce genre de prédiction, mais en fait, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'États et de grandes institutions qui s'y mettent. Et franchement, le dernier cycle a été assez dingue parce que je reviens 4 ans en arrière, tu me dis le Bitcoin va être adopté par des pays comme le Salvador, le Centrafrique, que les pensions américaines vont être collatéralisées par enfin, tu vois, quelque part, quand BlackRock achète du Bitcoin, c'est les pensions des Américains, que la plupart des grandes banques vont vouloir acheter du Bitcoin. Enfin, tout le monde achète du Bitcoin. Je crois que c'est EDF ou GDF, EDF qui mine du Bitcoin, tu vois. Mm. Donc ça allait tellement vite en 4 ans. Et pour moi, pourquoi ça peut accélérer, c'est qu'en fait, il y a un projet qui n'est pas du tout crypto, c'est les BRICS. Il y a une dédollarisation incroyable du dollar qui s'est mis en place sur le monde entier. Et je pense que la meilleure alternative, c'est Bitcoin. Et donc aujourd'hui, si la dédollarisation s'accélère, ça veut dire que Bitcoin va aussi continuer à augmenter. Et s'il y a plein de pays, genre l'Inde, qui est quand même un gros marché, et la Chine qui disent bah, nous maintenant on fait des transactions en Bitcoin, bah, ça peut exploser en fait. Ouais. Donc je pense que oui, à $1 million, si tu as des gros pays comme ça qui s'y mettent, très clairement. Moi, on m'avait dit, je sais plus qui c'est qui était passé, il m'avait dit ouais, dans 5 ans, il est $1 million, un truc comme ça. C'était qui juste avant? Pas avec Elias, juste avant. Ah, c'était Maxime et Louis d'Interstellar. Ils m'ont dit ouais, dans 5 ans. Mais regarde, eux, cas d'usage de NFT direct. Ouais, bien sûr. Donc un NFT, oui, ça va revenir à la mode. Bien sûr. Parce que tu n'achètes pas un NFT, tu achètes un Dom Pérignon, un Château Margaux. Ouais. Allez voir l'émission qu'on a fait avec Interstellar il y a 2 semaines, une fois qu'on a fini celle-là. Ou les gens qui sont en train de nous regarder sur YouTube, si vous allez voir. Vous avez fait une belle dégustation, j'ai vu. Ouais, le Malartic la Gravière, là, pas mal. Et le whisky aussi. Le petit dernier jeu, c'est quoi? C'est sur le portefeuille crypto, c'est ça? J'ai 10 000 euros à investir. Sur quelle wallet je les mets? Fais gaffe au micro aussi. Rapproche-toi. Alors, déjà, c'est pas le 3. Ouais, pardon, c'est pas le 2, excuse-moi. Le 3, j'aime bien parce que Bitcoin, c'est clairement ma crypto favorite. Polygon, j'aime bien la tech. Maintenant, je trouve pas que le token est foufou en termes de perf. Et XRP, je pense que c'est peut-être le retour du mauvais garçon là qui revient d'outre-tombe. Mais pourquoi ça peut performer? En plus, tu vois, si tu fais des performances sur XRP, tout de suite, tu les mets en Bitcoin. Le but, c'est quand même d'accumuler du Bitcoin aujourd'hui. Il n'y a pas à chier. Mais par contre, le 1 est pas dégueu parce que DOT, j'aime bien. C'est pareil, DOT c'est bien, mais technologiquement, mais ça dort, quoi. Ben voilà, c'est ça. Mais En fait, c'est tout. J'ai l'impression. Polygon, technologiquement, c'est bien, mais ça dort. Polkadot, technologiquement, c'est bien, mais ça dort. Et Atom, également, aussi, qui est génial technologiquement, mais qui dort. Ouais. Bon, là, il n'est pas dans la liste des wallets, mais Cosmos, c'est génial, tu vois, mais ça dort. Mais je partirais quand même sur le... Je tenterai le 3, même si je regarderai quand même les perfs du 1 de l'œil, quoi. Le 2, il devrait bien perf aussi, quand même. Mais... c'est assez risqué, là. 2 tokens IA dans le même wallet, ça me paraît un peu risqué, là. Le Tao et le Render. En soi, le 1, il est pas mal parce que si tu veux Ether et Solana, enfin, c'est surtout Solana qui se veut un concurrent d'Ether. Donc, tu mets un peu sur les deux et puis tu prends Polkadot pour faire la cross-chain. Mais bon, ouais. Polkadot, c'est ce qui se passe pas. Mais par contre, ils ont une super commu, quoi. Ça, tu vois, ça build, il se passe plein de trucs. Ouais. Donc, why not? Mais ouais, Bitcoin, je trouve que la bonne stratégie ici, c'est d'investir sur du RSRP. Si ça pump, tous tes gains, tu les mets en BTC et puis c'est bon. Très bien. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. On a dépassé même l'horaire.
Merci beaucoup. Remets-toi le micro. Hop. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, ton expérience là sur la Merci beaucoup de tokenisation. m'avoir invité. Avec Enfin. plaisir. Et tu reviendras et on se voit à Mons. On se voit à Mons, on se voit à Auxerre, puis on se voit à Cannes. On se voit à Cannes, on se voit à NFT Paris aussi, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, les amis, Salon de l'investissement à Mons. Grégory sera là, nous on sera là, on aura notre studio mobile, donc on pourra tourner des émissions sur place. Si vous êtes dans le coin, alors attention, là c'est exclusivité aux gens qui sont en train de regarder ce live. Si vous avez envie d'aller à Mons, dites-le moi, envoyez-moi un message sur Instagram, on a des billets pour vous, gratos, d'accord? Donc si vous avez envie d'aller au salon de l'investissement, je sais pas combien ça coûte, peut-être 200 € ou... C'est 150 balles, ouais. C'est 150 balles. On a des billets pour vous, de manière gratuite, sur ceux qui regardent ce live, parce qu'on est partenaire. Donc envoyez-moi un message sur Instagram et ce sera avec plaisir de récompenser des gens qui sont dans la commu. Et CryptoXR, on n'a pas des trucs... non, on n'a pas des... On a la Switch à gagner, donc allez participer au truc. Allez voir pour CryptoXR, on va permettre l'investissement dans une Lamborghini. Voilà. Et il y aura... Et CryptoXR, cette année, Max, je vois de plus en plus de trucs passer. Je vois... il va y avoir un manège, tu vois. Oui, c'est Mons en Belgique. Hein. Ouais, c'est Mons en Belgique, les gars. Chaud pour 2 billets. Qui c'est qui m'a dit? Ouais, c'est en Belgique, c'est samedi, dimanche. Il y a Eric Larchevêque, il y a Taylor Chiche, il y a énormément de... Il y a Mounir aussi de Finari, ça va être super cool. Si vous voulez des billets, premier degré, envoyez un message sur l'Instagram de Blox et on en a en plus. Voilà. Chaud pour les billets aussi. Envoyez un message sur Blox. On a des billets pour vous. Ça sert à ça d'être sponsor. C'est qu'on a des billets, donc on peut les refiler à la commune. On a peut-être même des billets VIP à vérifier. Hein. Je veux pas trop... Je crois pas trop m'avancer, mais je pense dans la limite du raisonnable, on a des tickets VIP. Merci beaucoup Grégory. Le petit shout-out à la caméra, si tu veux envoyer les gens sur ton site ou sur ton... si vous avez envie d'avoir des opportunités d'investissement assez diversifiées, que ce soit musique, art, cinéma, agriculture, immobilier, crypto, vous allez sur acefund.io, vous allez sur rejoindre le club et puis vous choisissez l'offre qui vous convient. Sinon, vous allez directement me pinguer sur LinkedIn et puis on fera un call pour échanger. Et ben voilà. Tu veux nous faire rêver avec les tickets VIP? Non, je crois qu'il en reste peut-être 2 ou 3, mais envoyez vite un message sur Instagram. Et il y aurait des adhésions VIP Acefund par contre. D'accord, oui, également aussi. Mais ça, t'as pas dit ça commence à partir de 50 €, après c'est 1 000 € et après 2 000 €. Et l'autre c'est 3 000. 3 000? Ok, bon, c'est à l'année. Ouais, mais on peut mettre un code promo Blox si. Ah, ça peut-être, tu vois, les gens ils aiment bien dès qu'il y a des trucs et tout. On mettra, vas-y, on va faire ça. On discute après pendant qu'on mange. Ben, merci beaucoup. Merci à la régie. Merci dans le chat d'avoir été là. Alors oui, désolé pour hier. On devait recevoir Roro Vevo. Vous avez vu la story. Et à 1 heure de l'émission, il envoie un message. Il dit les gars, j'ai loupé mon avion, etc. Donc on aura Roro sur une autre émission. Et, merci Greg pour celle-là. Merci de m'avoir invité. On se voit la semaine prochaine aussi. C'est pour les gens qui viennent à Mons. Et ça va être top. Ouais, c'est tout. Bonne soirée. Ciao, Allez, ciao. salut tout le monde. Ciao.